Eh bien, bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent pour ce libre journal de Serge Beketch. Vous n'entendez pas ce soir sa voix qui a tout sauf d'être méliflue. Hein? Alors, elle est mélodieuse. Bonsoir ma petite Victoria, comment allez-vous mon enfant? Je suis content d'être à côté de vous, vous ne pouvez pas savoir. Oh, quel plaisir vous me faites de me dire on a bien fait de jeter le Beketch. Hein? Allez, on a jeté le Beketch. Il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Bonjour monsieur le Beketch. Et ben voilà, je crois qu'il nous écoute, puis d'ailleurs il va dire un petit mot aux auditeurs là, dans moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Alors donc, déjà dans le studio, je vais présenter par ordre d'apparition à l'antenne peut-être, comme on dit dans nos petites gazettes, Michel Blanza. Bonsoir, monsieur Amiche. Voilà, que connaissaient bien nos auditeurs. À l'époque où vous faisiez une chronique régulière dans le libre journal de Serge Beketch, ici à la radio. Hein. Et puis alors vous êtes venu très irrégulier. Vous m'en voulez, oui. Je ne sais pas comment vous conjuguez d'ailleurs. Mal. Alors vous venez nous parler ce soir d'un ouvrage, vous en direz quelques mots. Et puis d'un journal. Et d'un journal, voilà, d'un journal qui s'appelle Balkan Info. Et qui va avoir sa fête prochainement. Ça va être sa fête aussi. Ça va être sa fête. C'est sa fête depuis 10 ans d'ailleurs. Oui, comme ça, les Balkans, c'est leur fête depuis plus longtemps même. Oui. Et puis, vous parlerez également d'un ouvrage d'une dame américaine. Rebecca West, non, anglaise. Anglaise, Rebecca, oui, ça, c'est anglais, oui. Très anglais. Ça me rappelle, oui. Et qui s'appelle, le livre s'appelle comment ? Le livre, il s'appelle Agneau noir et faucon gris. Alors, c'est un livre. Agneau noir. Et faucon gris. Ah bon, d'accord, bon. C'est pas ce que vous m'aviez dit tout à l'heure au téléphone. Vous avez dit faucon gris et mouton noir. Ah, ouais. Mais d'abord, c'était même aigle noir et mouton gris. Pas encore tout à fait. Alors, c'est très dommage que j'ai un gros problème de mémoire en général par rapport au nom, par rapport au titre, par rapport au nom de famille. Et vous êtes sur quelle radio on est ce soir? Vous vous souvenez sur quelle radio on est? Je n'en fréquente qu'une normalement. Radio Courtoisie. Quelque chose comme ça. La radio libre du PRL et de la francophonie. Les auditeurs d'ailleurs connaissent bien cette radio. Et peuvent nous téléphoner au 01 46, c'est exact, au 01 46 51 00 85 ou en télécopie au 01 46 51 21 82. Également, je salue la présence dans le studio de Philippe Plon-Cardassac. Il faut toujours se souvenir de votre prénom, Philippe, parce que votre père est tellement connu que c'est difficile de se faire un prénom. À chaque fois, on a tendance à vous ajouter le prénom de monsieur votre père. Regardez comme il souffre. Non, il souffre pas. Et qui viennent radieusement. Oui. radieusement. Enfin, je sais pas comment il faut dire ici. Et il vient. On va avoir un entretien avec lui à propos d'un ouvrage qui est paru chez Duquesne Diffusion qui s'appelle Le nationalisme français. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de questions à vous poser et puis surtout beaucoup de réponses à solliciter de vous. Mais évidemment, je manquerai à tous mes devoirs si le vrai patron de l'émission, une espèce de Deus ex machina désormais, caché quelque part, tapis dans l'ombre, va s'exprimer quand même sur Radio Courtoisie, ne serait-ce que pour dire un petit bonjour aux auditeurs. Comment ça, Bernard tapis dans l'ombre? C'est une phrase qui marche pas très bien, j'ai entendu des choses bizarres. Comment allez-vous, mon cher Serge? Eh ben, le Serge Hall, pas trop mal, mais pas trop bien non plus. J'ai attrapé au passage un petit virus. Oui. Et comme je ne suis pas un ordinateur, ça m'a mis KO. Oui, je vous ai dit, vous mangez trop de cuisine japonaise. Oui, c'est ça. Moi, oui, c'est pas fameux, c'est pas fameux. Enfin, en tous les cas, donc, je n'ai pas pris votre place. Enfin, je la prends juste pour ce soir. Oui, c'est vrai que c'est difficile de prendre une place. Vous êtes irremplaçable. Oui, c'est gentil. Maintenant, pas trop quand même. Sans se figurer. Sans se figurer. Mais alors voilà, donc Victoria est toute penaude. Comment toute penaude? Mais oui, elle est penaude de ne pas vous voir. S'en fiche. Je suis pas penaude, je suis triste. Vous êtes triste, c'est gentil. Alors Michel Blanza, lui... Oui, il n'y a pas que vous qui êtes malade, Victoria. Ça arrive à des gens. Ça arrive aussi aux autres. Remarquez, ça me console un petit peu. Oui, je me disais, il y a une espèce de malédiction sur ce libre journal. Quand c'est pas Serge qui est malade, c'est Victoria qui est pas bien. C'est le journal de Roux et Combalusier. Heureusement qu'il y a de la santé. Hein. Enfin bon, passons. Alors vous avez également Michel Blanza qui est là, qui voulait peut-être vous dire échanger quelques mots avec vous, à moins que vous ayez des questions, Serge, ou des remarques à faire. J'ai profité de ce que... Michel Blanza vous parle. Habituellement, j'écoute l'émission de Serge de Beketch chez moi et j'ai profité de ce qui n'était pas là pour venir l'écouter ici puisqu'il n'est pas là. C'est logique, non? Oui, c'est très en tant que collaborateur au libre journal écrit 4 Place France List, c'est ainsi qu'on s'organise. Voilà. Alors Serge, écoutez, voilà, Michel Blanza vous a dit tout ce qu'il avait à dire. D'abord que c'était le libre journal de la France courtoise. Je voulais surtout présenter mes excuses aux auditeurs pour cette absence qui est absolument indépendante de ma volonté. Oui, et à Daniel Amiche, qu'est-ce qu'on dit? Daniel, on lui dit merci d'être là. Et je voudrais dire aussi à Georges que c'est pas la peine qu'il se dérange ce soir, puisque je suis pas là.
il comprendra. Ah oui, Georges, c'est le taxi. Oui. D'accord, le pauvre, Voilà. oui. Donc je On le passe un salue petit quand même. message personnel. Je voudrais dire aussi aux auditeurs que j'ai été touché de recevoir autant de témoignages de soutien et d'amitié et de satisfaction la semaine dernière, après que j'ai exprimé sur l'antenne les sentiments mélangés, mais pas si mélangés que ça, que m'inspirait Monsieur Rouard du Figaro et autres lieux découverts à marée basse, qui avait publié un article répugnant sur la torture. Il a récidivé d'ailleurs hier. Et donc je voulais dire que cette fois-ci je ne serai pas là pour lui dire son fait à la radio, mais que le Libre Journal va lui dire à sa manière aussi, qui n'est pas discourtoise, mais qui n'est pas particulièrement chaleureuse et aimable. Ce sera pas amène, quoi. Et je ne sais pas s'il mettra ce papier dans son pressbook. Alors, J'en doute. Alors, il n'y aura pas que ça, je pense. Le prochain numéro de votre journal sort quand, cher Serge? Je suis en train d'essayer, entre deux bouffées de fièvre, de le finir pour ce soir. Et donc, il sera bouclé demain à l'imprimerie. Et il sera donc à la poste vendredi matin. Et qui trouvera-t-on? Alors bien, on y trouvera beaucoup de choses fort intéressantes, notamment, alors je tiens à le signaler parce que ça, c'est vraiment une grande nouvelle, je trouve. Je commence la publication dans le Libre Journal d'une grande série de papiers sur Fatima, qui sont rédigés par Pierre Darnac, oui, qui est le pseudonyme d'ailleurs, le nom de plume d'un des meilleurs spécialistes de cette question. C'est quelqu'un qui a passé vraiment des dizaines d'années à étudier ça, au moins 15 ans à étudier ce sujet, qui le possède parfaitement et qui a donc entrepris de publier sous la forme on pourrait presque dire d'une mini-encyclopédie de Fatima, une très longue série d'articles qui vont prendre les points clés de l'affaire et qui vont les décortiquer d'une façon... je dois dire, j'ai lu les premiers articles et je suis stupéfait par la qualité de ce travail et par la précision des références. C'est un travail magnifique qui a été fait. Il doit donc décortiquer en quelque sorte l'affaire Fatima, puisque c'est une façon de parler actuelle, et montrer d'une part que c'est véritablement un des événements les plus énormes, les plus considérables du XXe siècle, et d'autre part que la fameuse révélation, entre guillemets, du 26 juin est purement et simplement une imposture. Et la preuve en sera apportée au long de cette publication. Le premier article, c'est pour vous montrer comment c'est fait sur le plan technique. Le sujet du premier article, c'est uniquement la fameuse date de 1960, à laquelle le message devait être rendu public. Qu'en est-il exactement de cette date? C'est-à-dire, qui a décidé que ce serait 1960? Dans quelles conditions cela a-t-il été décidé? Par qui? Et de quelle manière cela a-t-il été dit? Et pourquoi cela n'a-t-il pas été respecté? Et là, il y a un travail formidable qui a été fait. Le deuxième article sera consacré à la personnalité de l'homme qui a le plus vigoureusement combattu Sœur Lucie, qui est le jésuite Édouard Danis, et qui est un personnage extrêmement intéressant et extrêmement pernicieux, dont l'un des héritiers aujourd'hui est Ratzinger. Je crois que c'est un des articles les plus importants. Tout le monde en prend pour son grade, alors. Ben oui, mais vous savez, le Libre Journal, il s'appelle pas le Libre Journal par hasard. Nous, on est catholiques, mais il y a une espèce de papolâtrie qui s'est installée dans une certaine catholicité aujourd'hui et qui fait qu'on considère que le dogme de l'infaillibilité s'étend à toute la personne, à tous les propos du pape. Or, c'est pas ça, c'est pas la vérité. L'infaillibilité, ça s'adresse, ça s'exprime, ou ça joue, si j'ose dire, dans des circonstances extrêmement précises, pointues, et le reste du temps, on a le droit de
d'engager avec l'Église et avec les hommes de l'Église, non pas avec l'Église, mais avec les hommes de l'Église, ce qu'on appelait jadis une disputatio, c'est-à-dire une discussion sur les faits, sur les interprétations. Et c'est ce que font les collaborateurs du Livre Journal quand ils ont qualité pour le faire. Il y a un autre article d'ailleurs qui montre d'une façon très très claire et probante et prouvée avec à l'appui le texte que dans une citation récente de l'Apocalypse, le pape a fait une citation tronquée de l'Apocalypse pour aller dans le sens de l'idée que, au fond, toutes les religions mènent au salut, qui est une des idées dominantes en ce moment. Et donc il a, en citant l'Apocalypse 7.4 à 7.10, il a tout simplement supprimé une phrase de cet Apocalypse qui est quelque chose de capital et qui fout en l'air littéralement tout le raisonnement selon lequel toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples seront sauvés. L'obligation qui est faite, dit l'Apocalypse, c'est de proclamer la gloire du Seigneur, la gloire de l'agneau, comme instrument du salut. Je peux vous faire une petite remarque, on peut discuter comme ça quelques minutes au téléphone, parce que, bon, c'est une chose qui est vraie, c'est que toutes les nations sont appelées au salut. Ouais. Hein, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour le peuple juif, il est venu pour toutes les nations. C'est toutes les nations qui sont appelées. Maintenant, il y en a qui entendent plus ou moins bien, très bien, moyennement bien ou pas du tout. Là, le dernier document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui s'appelle Domine Jesus, qui a fait tellement de bruit dans le landerneau médiatique, reprend en fin de compte la position tout à fait traditionnelle de l'Église sur cette question. Hein. Et donc le pape lui-même l'a investi ce document d'abord de sa signature apostolique, quand même très très utile, parce qu'il s'agit de doctrine, hein, il ne s'agit pas simplement de savoir s'il préfère les caramels polonais ou les bêtises de Cambrai. Et il a d'ailleurs réitéré ce soutien à cette déclaration quelques jours plus tard, puisqu'il l'avait, je crois, à l'occasion d'une audience générale, puisque beaucoup de questions étaient venues. Mais en fin de compte, là, c'est ça qui est très gênant au fond, hein. C'est que d'une part il y a Dominus Jesus qui est un texte absolument lumineux, hein. Nous on en a publié sous la plume tout à fait autorisée du père Guy-Marie. On a publié 3 articles dans le Livre Journal qui expliquaient et qui analysaient Dominus Jesus, et qui est un texte vraiment lumineux et qui est effectivement un texte qui revient à la véritable doctrine, c'est-à-dire à la primauté du catholicisme comme voie du salut par le Christ. Oui. D'accord ? Bon. Oui, ce que dit le document, c'est ce que dit le Concile. Hein. Voilà, on ne va pas faire une politique, mais c'est que l'Église catholique, enfin, c'est le subsistite. Hein, elle est dedans, quoi. Bon, donc là, on se disait, ça va. Bon, cette chose est réglée. Tout cette espèce de bidonnage autour des différentes religions du salut, c'est fini. Bon, là-dessus, qu'est-ce que fait le pape ? Il s'exprime au lendemain du Congrès mondial religion et paix qui a eu lieu à Kyoto, devant 30 000 fidèles, dont d'ailleurs beaucoup de fidèles de Versailles qui étaient là-bas avec Monseigneur Thomas. Il prend la parole et il évoque les versets de l'Apocalypse où, dit-il, on voit, où Jean voit les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël et la foule immense de toute nation, race, peuple, de toute race, peuple et nation, parvenus dans la gloire du ciel, tous les justes de la terre, faisant monter leur louange à Dieu. Bon. Et le texte exact, c'est pas ça. Alors il en conclut que cette évocation suggestive du livre de l'Apocalypse invite à considérer le dialogue interreligieux auquel le Concile Vatican II nous a encouragés, en expliquant que toute l'humanité tend vers l'adoration authentique de Dieu et vers la communion fraternelle des hommes. Bon. Mais c'est pas vrai, tout simplement, parce que le texte exact, c'est pas ça qu'il dit. Le texte exact de l'Apocalypse, il dit « Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Autrement dit, ce que proclament les justes, c'est leur foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas quelque chose que proclament les juifs, les musulmans. Bon, donc, c'est pas vrai que toute l'humanité tend vers ça. C'est pas la même chose. Il faut pas dire tout et le contraire de tout. Et dans le même temps, le Vatican fournit un document sur le Congrès mondial des religions pour la paix, le World Conference on Religion and Peace,
qui réunit des chrétiens, des juifs, des musulmans, mais des bouddhistes, des confucianistes, des sikhs, des baïstes, des hindouistes, des shintoïstes, des taoïstes, des zoroastristes, des animistes africains, des chamans sud-américains, des médecines-men australiens, des sorciers océaniens et tout. Enfin, on croit rêver, vous comprenez. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. On ne peut pas dire n'importe quoi quand on est sur le trône de Saint-Pierre. Or, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je suis catholique, je ne comprends plus rien à ce discours. Et je pense que des milliers de catholiques sont comme moi et disent on en a marre, on veut un discours clair. Parce que si n'importe qui est sauvé, alors il vaut mieux appartenir à la secte la plus rigolote du monde. Ah madame, oui. C'est pas la peine de s'emmerder de ce côté-ci de la vie. Si ça coûte absolument, si ça rapporte rien, de faire un effort. On n'a qu'à faire comme les musulmans, par exemple, qui considèrent qu'on monte directement au ciel si on égorge son ennemi. Enfin, les islamistes, puisque c'est pas les musulmans, tout le monde sait bien que c'est une religion de tolérance. C'est l'islam l'islamisme qui est une religion qui n'est pas de tolérance. Bon, je voudrais pas, écoutez, Serge, je voudrais pas vous énerver, parce que je voudrais pas que vous ayez encore un accès de fièvre. Par contre, je dis simplement que, vous comprenez, la difficulté de ce genre de sujet, c'est que il y a chez nous, dans notre famille, des blocages qui sont des blocages de discipline. Et on mélange tout. On croit que l'infaillibilité, c'est le droit de dire n'importe quoi. On croit que l'obéissance, c'est l'obligation d'accepter n'importe quoi. Or, c'est pas ça. On est une religion de liberté, une religion où l'intelligence est libre de fonctionner et où le désaccord est libre de s'exprimer quand il est fait avec courtoisie. Et là, le papier, il est courtois pour le Saint-Père. Il dit simplement, nous, on comprend pas. On comprend pas comment on peut dire tout et le contraire de tout. Peut-être qu'un jour, il faudra que vous fassiez une émission. Enfin, je veux pas donner de conseils, parce que vous êtes Jean-Paul II. Non, je n'exagère pas, mais peut-être sur ultramontanisme et gallicanisme. Ça pourrait être extrêmement intéressant. C'est plutôt de votre compétence. Oh bah non, vous êtes un père de l'Église. Hein. Voilà, mais enfin, le numéro, je dis, n'est pas consacré uniquement à cet aspect de l'existence. Il y a un papier de Michel Blanza qui est fort intéressant aussi. Mais le papier ou le personnage? Le même sujet. Comment le personnage ou le papier? Qu'est-ce qui est intéressant? Le personnage est plus qu'intéressant. Le papier est intéressant. Le personnage, un jour, je vous parlerai de Michel Blanza. Quelqu'un de tout à fait remarquable. Voilà, pas ce soir parce qu'il est là, ça pourrait. Ouais, non, ça va le gêner. C'est mauvais pour son humilité. Non, il y a un très très bon papier de Michel Delierre aussi, comme toujours. Oui, bon, je peux dire comme toujours. Il y a un papier de Plancard-Dassac qui n'est pas piqué des hannetons, qui fera certainement plaisir à notre ami Adeline. Oui, de Philippe Plancard-Dassac, oui, qui est en face de moi. Hein. Ben alors voilà, comme ça vous en assurez. Moi, je suis pas contre pour que les gens intelligents débattent entre eux. Hein. Il y a le retour. Ben non, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut. Il y a le retour de Pierre Monnier, qui nous est revenu très en forme. Ben, c'est magnifique. Et puis un formidable papier de Nicolas Bonal. Alors ça, je sais que Bonal, il a des adeptes et des comment dire. Quand on aime ou on déteste, quoi. Voilà, on aime ou on déteste. On n'est pas neutre. Mais là, je dois dire qu'il a fait un article qui est un très 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 grand papier que je suis très fier de publier parce que c'est d'une écriture magnifique. Ça s'appelle le livre L'Antimonde et l'Italie. Et il commence ce papier en disant si le monde est fait comme le pense Mallarmé pour aboutir à un livre, je me demande bien à quoi peut aboutir un livre. C'est une bonne question. Alors, c'est vraiment c'est un grand papier. Ça, alors Serge, mais vous avez alléché les auditeurs de Radio Courtoisie. Comment faire pour se procurer ce numéro? Il faut vous envoyer combien de sous et où? Vous savez que c'est extraordinaire parce que je suis obligé de ne pas venir à la radio pour oser parler de mon journal. Je sais pas, mais enfin, faut pas avoir peur d'en parler. Hein. Pour le parce que je me gêne, moi, pour parler des miens. Non, mais, on écrit 4 places France List. Alors c'est 4 places France List. France, c'est F-R-A-N-Z. Z, oui, comme l'ami. C'est L-I-S-Z-T. Voilà, c'est parfaitement logique. Voilà, de Beckett plus France List, ça s'écrit comme ça se prononce. C'est bien tout. Ça fait d'excellent français. Et alors donc c'est Paris 10e. Qu'est-ce qu'il faut ajouter comme sous? On peut envoyer un carnet de timbres si on veut un numéro. Si on veut s'abonner, on peut envoyer 700 francs. Si on veut se réabonner, on peut envoyer 600 francs. Et si on se réabonne, c'est 500. Et si on se réabonne, c'est 400. Non, on n'a pas encore pu mettre au point cette technique. Ça pose des problèmes, notamment comptables. Mais comme c'est dans le film Les bronzés font du ski, oui. Quand le gars demande une réduction pour
le prix des chaussures, on lui dit, on lui refuse et il dit c'est pas pour l'argent. Et l'autre lui dit si, c'est pour l'argent. Voilà, c'est ça. Donc, Bon. c'est effectivement pas. Alors, ne quittez pas l'écoute, Serge, comme on dit dans les D'ailleurs, radios, je vais surveiller cette parce que émission. Victoria veut absolument vous lire des messages. Ben oui, il y a 2 sortes de messages en réaction à vos Il n'y a pas 200 messages, il y a 2 sortes de messages. Ouais, Deux on sortes de réactions à vos propos. Ouais. Une dame nous dit « Je suis attachée à l'Eucharistie, au Christ et au pape. Comment pouvez-vous juger ce pape représentant Dieu sur la terre ?» Mais non, le pape représente pas Dieu sur terre. Qu'est-ce que c'est que cette calembredaine? Qui a dit ça? Le pape n'a jamais été le représentant de Dieu sur terre. Enfin, c'est pas vrai. Théologiquement, c'est faux. Il est le vicaire quand même. Il est le chef de l'Église et pas le représentant de Dieu. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est ça, oui, l'erreur. Vous voyez, c'est bon. Enfin, bref. Non, c'est pas. J'ai répondu à cette question. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de discuter les positions du pape quand elles ne sont pas prononcées ex cathedra sur des points de dogme. Si le pape ex cathedra me dit d'accepter l'Immaculée Conception, je l'accepte parce que c'est un dogme qui est donc prononcé ex cathedra, c'est-à-dire en situation d'infaillibilité. Bon, mais quand il dit lundi toutes les religions se valent et mardi la religion catholique est meilleure que les autres, je dis je suis désolé Saint-Père, il faut choisir, ça peut pas être toutes les religions sont les mêmes, dont la religion catholique qui est supérieure aux autres. Ça c'est un oxymore. Voilà. C'est joli ça. On voit que vous avez fait de la rhétorique dans votre jeunesse, c'est beau. Alors, pas acheté grand-chose. Victoria. Et deuxième réaction, un auditeur, Serge a raison dans ses critiques contre l'actuel pape, et c'est même, enfin, la photo de Jean-Paul II embrassant publiquement le Coran est tout à fait détestable. Alors ça, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu quelque chose quand Mais même. oui, mais alors en plus... Parce qu'en plus, si vous voulez- alors, écoutez, la position officielle de l'Église, c'est de dire que le Coran n'est pas un livre révélé. Mais à la limite, C'est moi la ce qui me position choque... officielle, contemporaine. Alors ça fait quand même ça fait un peu bizarre quand même. Oui, C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Je vais vous dire, ce qui m'a choqué, c'est vrai que ça m'a déplu de voir cette photographie, mais ce qui m'a choqué beaucoup, beaucoup plus, c'est ce qui a été dit après. Parce que on aurait très bien pu imaginer que le pape embrasse le Coran, et quand les catholiques s'interrogent et disent au Vatican, écoutez, nous on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que ce geste? Le Vatican aurait pu répondre, le pape a embrassé fraternellement tous nos frères musulmans, qui sont nos frères en Dieu, tous les hommes sont nos frères en Dieu. Donc le pape a embrassé tous nos frères musulmans, et comme il ne pouvait pas le faire matériellement, évidemment, de même qu'il embrasse la terre quand il arrive dans un aéroport, ce qui ne veut pas dire qu'il adore la déesse Gaïa, ça veut dire qu'il embrasse le peuple de cette terre, eh bien il a embrassé le livre dans lequel les musulmans se reconnaissent. Ça, à la limite, c'était acceptable. Mais c'est pas ça qu'on nous a dit. On a commencé par nous dire, c'est pas vrai, c'est une photo truquée. On a commencé par nous dire, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ensuite, quand on a montré la photo, on nous a dit, c'est une photo truquée. Ensuite, quand on a montré que la photo était évidemment pas truquée, on a dit, mais il l'embrasse pas vraiment, il se penche dessus pour voir, etc. Il le salue. Et à la fin, ils ont fini par accepter. Donc, il y a, si vous voulez, un geste qui est un geste étrange, lourd de sens, et au lieu de dire, mais non, il n'y a pas de sens particulier, voilà, il n'y a pas d'autre sens que celui d'une salutation, eh bien, on accumule des mensonges qui fait qu'à la fin, on dit, ben, on ne croit plus à rien. Alors, c'est évidemment pas le pape, c'est évidemment la succession des cercles concentriques qui entourent le pape, qui à chaque fois font jouer une espèce de ligne de défense et disent tout et le contraire de tout. Parce qu'il ne faut pas croire que le Vatican, c'est un bloc monolithique. Au Vatican, il y a des tendances, ça va dans tous les sens. Il y a des communistes, il y a des francs-maçons, il y a un lobby homosexuel. Mais c'est incroyable ce qui se passe au Vatican. Donc, tous ces gens-là jouent leurs cartes en permanence. Et le pape, il ne peut pas tout surveiller, il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout savoir. Donc, quand il dit des choses, derrière, il y a des gens qui disent exactement le contraire. Ça a au moins l'avantage de montrer que l'Église est vraiment une institution divine. Mais oui, ça n'a rien à voir avec, évidemment, l'organisation de l'Église, enfin, de l'Église, de la hiérarchie iranienne des ayatollahs. C'est pas des ayatollahs. Serge, je ne voudrais pas comment dire, que vous morgiez trop sur mon émission. Non, pardon, oui, Alors, non. C'est bien, Attends, un petit message. Il y a encore des enfin, messages. Plutôt une quantité de messages qui arrivent. Bon courage à Serge de Beketch et meilleure santé. Merci. Soignez-vous bien.
reprenez vite des forces, tous les auditeurs sont avec vous. Voilà. Ma petite femme me soigne nous aussi. avec beaucoup de dévouement. Donc, on les aura parce qu'on est les plus forts. Alors bon courage encore. Bon bah Merci à d'accord, très vous. bien. Alors attendez, encore il y a plus rien là. C'est fini, hein. Ah bah non, je vais vous Bon, laisser c'est quand fini. même. Bah alors écoutez, vous nous laissez, à moins que Michel Blanza ait un mot à vous dire. Michel, vous parlez très près du micro, s'il vous plaît. Joyeuse bonne nuit. Merci, j'espérais qu'il dirait bonsoir chef, mais non. Même pas. Merci à tous, et Eh je bien, salue les auditeurs. bah, je pense que les auditeurs vous retrouveront, utilisons ce vous de politesse, vous retrouveront mercredi prochain. Je l'espère. Mais moi, ils ne me retrouveront pas par contre. Chacun son tour. Hein. Bah, j'allais dire j'espère. Non, voilà, c'est comme ça. Oui, oui. À bientôt. Merci Serge, à très bientôt. Merci, Que Dieu vous bonne garde. gentillesse, au revoir. Alors Michel Blanza, oui, vous n'avez rien Victoria à me dire. Non, n'hésitez pas à me donner des coups de coude dans les côtes hein, si vous avez quelque chose à me dire. Hein. Faites comme à votre Je vous habitude. tapote. Faites comme à votre habitude. Alors Michel Blanza, Oui. vous venez nous vous Parler avez entendu, du nous parler 50e voilà. numéro d'Info Balkan. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce journal? Ça traite Info Balkan, des Balkans évidemment. Bien sûr. Et il y a des personnes très connues sur la radio qui font régulièrement des apparitions. Ce journal, c'est le général Gallois par exemple, c'est Vladimir Volkov, c'est Alexandre Delval. Donc depuis 50 numéros, il collabore à ce journal qui essaye de maintenir une autre vérité que celle qui est dite dans la presse. C'est un journal plus spécialisé que le Libre Journal, d'une certaine manière, puisque ça parle d'une partie du monde pas petite, hein, pas négligeable, mais enfin qui est pas dans les préoccupations quotidiennes de tous les Français habituellement. Et qui a pris des coups sérieux ces derniers temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier spectacle. Vous vous en rappelez, vous? Parce que j'étais il y a quelques jours chez 4-5 personnes et qui ont dit brusquement, ah, c'est curieux, les Albanais, ça me dit quelque chose, mais je sais pas quoi. Dans mon idée, c'est lié à des flots de réfugiés. Oui. Ce qui veut dire que ça passe totalement. On peut totalement. L'information passe très vite, mais voilà, le problème c'est qu'il c'est comme de l'eau. il reste quand même quelque chose. Bah, c'est intéressant, ces bourrages de crâne, et c'est pour ça qu'il y a des journaux qui luttent contre et qu'il faut les connaître, les uns et les autres, parce que c'est notre manière de résister, justement, parce que ce bourrage de crâne est fait pour emporter rapidement une décision à un certain moment. Donc, Alors, Info Balkan là, a une fête pour le 50e numéro. On va en parler, mais il faut parler davantage d'Info Balkan. D'abord, vous avez donné des noms de collaborateurs de Oui, la oui, tout à alors, fait. qui dirige, qui C'est Louis finance, Delmas. qui paye C'est exactement comme le Libre Journal, c'est-à-dire ça tient avec les bénévoles. Donc le papier est payé par les abonnements, et puis en dehors de ça, voilà. D'accord. Et il faut y retourner à chaque fois parce qu'on croit que c'est nécessaire de dire ce que l'on a à dire contre des gens qui, eux, sont très bien payés pour répandre des choses qui ne sont pas des choses très sympathiques. Ouais, ils sont payés avec nos impôts d'ailleurs. Ah, vous avez vu le petit scandale? Enfin, le petit scandale. Pourquoi est-ce que je dis un scandale? C'est même pas un scandale. Les stock options, non? Vous avez parlé de ça? C'est un peu, non, c'est de ce genre-là. Non, c'est par rapport à un autre journal, un grand quotidien de gauche qui s'appelle l'Humanité. Je crois qu'il faut pas avoir peur de dire les noms des journaux, hein, parce qu'on parle de Vous êtes Balkan. sûr qu'il est de gauche et que c'est un quotidien? Mais non, mais alors il y avait, je savais pas, moi, j'apprends des trucs, je suis tellement naïf mélangé. et candide que, moi je vis dans mes rêves. J'ai appris tout à coup que l'État avait fait des prêts participatifs. Ça avait prêté de l'argent, c'est des milliards de centimes, au journal, au quotidien L'Humanité, pour le renflouer. Parce que semble-t-il, il est perpétuellement. il se sent aussi mal que le mur de Berlin, quoi. Bon. Et ce que je viens d'apprendre, en même temps, c'est le fusil à deux coups. Vous savez, c'est le premier coup vous assomme et le deuxième il vous zigouille, quoi. Bon. Et donc j'apprends d'abord que l'État laïque, neutre, respectueux des valeurs et de queutras, hein, avait fait un prêt participatif, deux prêts participatifs à l'Humanité pour le renflouer. Et que compte tenu du fait que la situation du journal ne s'améliorait pas tellement, Personne ne le lit. Hein. Personne Il y a pas de gens qui le il- lisent, mais il y a des ouvriers syndiqués qui l'impriment par contre. Ah hein, oui, faut oui, savoir. oui, Mais ça c'est ça, important, hein, parce que Vous avez raison. eh bien l'État vient de faire cadeau donc de ces deux prêts participatifs au journal L'Humanité. Bon, un prêt participatif, vous mettez de l'argent dans un truc, puis ça vous rapporte, vous n'êtes pas obligé de actionnaire, mais vous mettez un prêt, et puis alors ça vous rapporte un tant de pourcents par an, ça se négocie. Alors évidemment, il n'y a pas eu de tant de pourcents du tout par an. Ça, c'est le premier mais enfin, coup. c'est des quelques milliards de centimes, parce que moi je parle en centimes, l'euro, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à tourner la page, mais déjà parce que j'ai du mal à parler en nouveau franc, donc c'est des milliards de centimes, vous voyez. Alors nous, on tire la langue avec nos journaux, et un jour, je vous raconterai toutes les misères qu'on est en train de me faire aussi, parce qu'on en fait, faut pas croire. Hein. Bon, même si je vois c'est une presse propre, qui a priori n'est pas vraiment immédiatement dangereuse. Et quand je vois des trucs comme ça, moi je tombe à la renverse. Il n'y a pas de page de publicité de l'EDF, Non. Jamais.
Non, même pas une remise sur ma Sur le courant, électrique, oui. non, même pas ça. Non. Qu'est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah non, ça me dit quelque chose, d'autant plus que cette situation-là, elle est connue même dans les autres pays de la même manière. C'est-à-dire que ceux qui essayent de maintenir quelque chose, dans quelque domaine que ce soit, à partir du moment où c'est honnête et qu'ils ne font pas tous partie de la même, on va dire la même famille, hein, comme on dit dans la mafia, c'est la même chose. Et ils connaissent les mêmes ennuis. C'est-à-dire que c'est la chasse féroce et qu'il n'y a pas d'alternative. La grande idée qu'on essaie d'installer dans les têtes actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire, en tout cas, ce que je constate, à part le scandale que sur notre argent, enfin, Philippe Ploquet-Rassac, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir, hein, vous n'êtes pas, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais je voulais dire simplement la chose suivante, c'est que, outre l'aspect que je trouve absolument scandaleux, hein, de cette manigance, ça montre une chose. Ça montre que contrairement à ce que le bon peuple croit, parce qu'on lui enseignait ça dans les écoles laïques, l'État n'est pas neutre. Ah non. Ce point de vue-là, les marxistes avaient raison. Ils disaient l'État n'est pas neutre, et les bourgeois prolétariens. Bon, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis pas contre. L'analyse est fausse, si vous voulez, mais je suis pas contre. L'État n'est pas neutre. L'État est de gauche. C'est vraiment un monde qui est fait pour les gens de gauche. Oui, ça c'est certain. Et ça c'est particulièrement visible depuis la Libération, parce qu'avant-guerre, il y avait une bien plus grande liberté de parole, et tout le monde pouvait se faire entendre. Il y a des choses qui étaient publiées avant-guerre qui sont impubliables maintenant. Et les choses, ça me fait beaucoup penser au trafic des piastres, par exemple. Ah oui, oui. Le trafic des piastres, on avait repéré qu'à ce moment-là, tout le monde politique était dans la même combine. Et ça a été publié, et ça a fait un énorme scandale. Aujourd'hui, ça fait quelques années que l'on dit, sans le dire, tout en le disant, et puis on n'arrive pas, en fin de compte, à établir la démonstration, parce que à chaque fois, c'est reporté, soit en saucissonnant les affaires judiciaires, soit en reportant éternellement. Et le résultat, c'est que la libre parole ne s'exerce plus du tout normalement. Elle s'exerçait, c'est évident, beaucoup mieux, on va dire, avant la Ve République. Je dirais avant la dernière guerre. Avant la dernière guerre, encore plus. Parce qu'en fait, c'est le syndicat des vainqueurs de la dernière guerre qui ont occupé le pays et qui ne lâchent pas le morceau. Là, c'est tout à fait évident, on retrouve. Enfin, voilà, c'est une petite information que j'ai lue comme ça dans un journal, dans un grand quotidien du matin. Comme on dit, celui-là, je le citerai pas, parce que pas non plus trop faire de publicité. Parce que l'Humanité, je pense que nos éditeurs ne risquent pas de l'acheter, l'autre peut-être, donc je fais attention. Un grand quotidien du matin qui disait ça dans ses pages colorées, les pages blanches, puis les pages d'une autre couleur un peu plus rosée. Mais c'était dit comme ça, sans commentaire. Je veux dire, c'est comme une information, hein, comme on dirait, l'euro a repris 0,35%, voilà, les farines, les OGM, c'est tant la tonne, enfin oui, dans les pages un peu économiques, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, et ben ça m'a fait tout drôle. Tout à coup, ça m'a fait. On banalise la normale. Ouais. C'est bien quand même. C'est intéressant, non? Voilà, donc voilà, c'est pour dire à nos auditeurs surtout qu'ils se trompent pas. L'État n'est pas libre, l'État n'est pas neutre. Hein. Faut pas croire ça. Ça c'est pas vrai du tout. Et les journalistes non plus. On vit sous une dictature hypocrite et que les gens ne comprennent pas. Moi, je suis pas neutre, je suis pas journaliste neutre. Hein. J'ai jamais dit que j'étais neutre, moi. Moi, je suis violemment d'un côté et très anti-violemment de l'autre. Alors, Michel, donc. C'est vrai que vous êtes violent. Il y a des moments, vous savez, là, je ronge mon frein, là, vous pouvez pas savoir. Alors, donc, Michel, alors oui, il y a une fête qui est donnée le vendredi 15 décembre à la mairie du 9e arrondissement, qui est 6 rue de Rouault. Et c'est donc vous pouvez à ce moment-là voir les collaborateurs d'Info Balkan, dont le général Gallois, Vladimir Volkov, Alexandre Delval. J'en oublie forcément. Peut-être qu'il y aura Besson, qui est un électron libre un peu. Enfin bon, mais c'est pas forcément celui que on va aller rechercher pour avoir des idées sur ce qui s'est passé. Et c'est intéressant d'aller les voir, ces gens-là. Il y aura un orchestre de tziganes pour ceux que ça intéresse, mais c'est intéressant d'aller les voir pour leur parler, parce que l'affaire des Balkans n'est pas terminée. C'est pas parce qu'on n'en parle plus, parce qu'il n'y a plus de bombes que c'est fini. C'est loin d'être terminé. Bien au contraire. C'est maintenant que la partie sérieuse se remporte, c'est-à-dire le découpage avec les entreprises et on est en train de se payer maintenant de ce qui a été fait. Et là, vous allez trouver des gens qui ont quand même des idées bien précises, parce qu'ils vivent pour les uns au cœur du danger. Certains sont serbes. C'est pas des gens si effrayants que ça, hein, pour les gens qui n'en ont jamais vu. Ça ressemble étonnamment à des Français, à des Russes. Enfin, ça a l'air d'être des êtres humains quand même, hein. Moi, je suis bien obligé de reconnaître que oui. Parce qu'ils saignent, enfin. Ça, on sait pas. On a vu des photos, on les voit saigner. Enfin, ça a l'air d'être des êtres humains, quoi. C'est du maquillage, vous savez. Bah oui, ça peut arriver. On nous l'a beaucoup dit, oui. Oui. Ça, c'est clair, c'est certain. Donc, allez les voir. Rendez-vous. L'entrée est libre. C'est quel jour, ça, alors? Vendredi 15 décembre. Vendredi 15 décembre. Pas ce vendredi qui vient, mais le vendredi d'après. Mairie du 9e.
L'entrée est libre, c'est la fête. C'est pour le 50e numéro. Ils ne pensaient pas qu'il durerait aussi longtemps comme c'est bien courageux. Nous, au Libre Journal, on ne pensait pas que ça durerait, ça fait maintenant... Eh ben, moi aussi, je suis surpris. Hein. Moi, j'ai un petit hebdomadaire, là, genre 239 numéros, là, je suis content. Hein. Et c'est très étrange. C'est marrant, on arrive comme on se cramponne. Qu'est-ce que vous voulez, on se cramponne. On sombre, mais on ne coule pas. Voilà, on maintient quand même quelque chose. Petite braise, une petite étincelle, bon, tant que... Oui, c'est même très étonnant. Voilà. On sait les uns et les autres que ça fait des contacts très particuliers. Tout à fait. Si on rajoute des gens qui réfléchissent, ça fait un peu de lumière dans ces grandes ténèbres qui nous entourent, ces grandes glaciations qu'on Vous êtes platonicien? Oui, moi je suis un peu très caverneux. Moi. Ouais, caverneux. Donc allez-y, métro Richelieu de Rouen. C'est très aimable de la part du maire du 9e arrondissement. Et oui, il fait des choses, mais est-ce que c'est bien de le dire? Il a donné l'asile quelquefois à ces Serbes, mais peut-être que ça sera très, très mal compris aux élections. Gabriel Kasparet... peut-être que ce sera bien compris, hein, après tout. Non, ça serait intéressant justement de voir ça, parce que c'est aussi un enjeu. Il y a Monsieur Lelouch qui est aussi sur le même arrondissement, qui lui est plutôt dans l'équipe d'en face. Ah bah oui, ça c'est sûr, évidemment, il est plutôt de l'autre côté. Du côté de l'argent, plutôt, on va dire. Des gros argents, puis des gros bombardiers. Voilà. Faut tout pour faire un monde, comme dirait ma conseillère. Et c'est bien comme ça qu'on voit les choses, et ce sera la fête à ce moment-là. Bon, Michel Blanc, alors c'est pas tout ça, mais vous n'avez pas seulement nous parler de ça, parce que vous m'aviez alléché ce matin au il y a aussi Serge de Beketch, avec qui on va parler de ce fameux livre qui sort à l'âge d'homme. C'est encore la même chose, c'est encore les Balkans, mais c'est quelque chose de très 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 intéressant. Et là aussi, il y a c'est un livre qui n'est pas poussé et qui mérite d'être vraiment lu. Il s'appelle Agneau noir et faucon gris. C'est un reportage, c'est une suite d'un voyage qui est accompli dans les Balkans avant la Seconde Guerre mondiale par une dame anglaise qui est dans un état de sensibilité réceptive qui lui permet de comprendre merveilleusement bien les populations locales, les peuples. Pas les populations, c'est-à-dire les Croates, les Serbes, ce qu'on appelait les musulmans à l'époque, qui maintenant sont devenus bosniaques, ça va jusqu'aux Albanais. Mais avant-guerre, il n'y avait pas de nationalité musulmane, c'est Tito qui a inventé ça, non? Non, mais on ne disait pas une nationalité. Ça existait aussi. Ça existait, puisque parmi ces populations, il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'origine arabe ni musulmane à l'origine, mais qui ont été convertis par l'invasion turque. Oui. Donc c'est ancien. Il y avait déjà une nationalité. C'était pas une nationalité. C'était un groupe ethnique qui habitait sur ce territoire-là. La Bosnie-Herzégovine, qui avait appartenu à un court moment. Et leur nationalité, c'était musulman. C'était pas croate ou serbe. Non, c'était bosnien. Ils étaient mélangés avec l'Empire austro-hongrois. Bon, alors c'est bien ce que je dis. Ce qu'on a appelé la nationalité musulmane, c'est une invention de Tito. C'est une invention de Tito. Non, c'est bien d'accord. Parce que moi, j'ai entendu ça, mais je suis un peu naïf, candide, je l'ai dit, je le redirai tout le temps, mais quand on commençait les problèmes, il y a une dizaine d'années, là-bas, j'entends un jour, pendant que j'entends télévisé, quelqu'un qui dit la nationalité musulmane. Je dis que ça n'existe pas, la nationalité musulmane. Là-bas, oui. Ça existe. Voilà. Là-bas, oui. Justement, grâce à un découpage qui est très intéressant, d'ailleurs, qui est un découpage internationaliste. Donc, si vous êtes catholique, alors vous êtes, je suis votre religion catholique, votre nationalité musulmane. Allez. C'est intéressant tout ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Le monde est vraiment un square world, un monde carré. Actuellement, les mots n'ont plus leur sens. C'est effrayant. C'est invraisemblable. C'est hallucinant. Alors, vous voulez nous dire encore un petit mot sur vous réservez la meilleure pour Monsieur Beketch, c'est ça? Il est prévu qu'on en parle à 3. Alors, il y a quand même une chose très curieuse. Ça ressemble au Libre Journal L'Âge d'Homme, les éditions L'Âge d'Homme. Ils font des choses extraordinaires. Ils publient de très très bons livres, des livres qu'on ne trouve pas. Très courageuse. Et quand vous leur demandez de venir pour défendre ce livre, ils ont des scrupules, exactement comme Serge de Beketch peut avoir des scrupules à vendre son journal. Ça ne serait pas bien, disent-ils, que quelqu'un de la maison vienne commercialement parler du livre. Alors c'est très étonnant, c'est les seuls que je connaisse qui peuvent avoir ce genre d'attitude qui est difficile à caractériser. Oui, enfin, ils ont des pudeurs que d'autres n'ont pas. Ils ont des pudeurs que d'autres n'ont pas. Et bon, mais c'est très bien parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait passionnés par ce livre, qui est exceptionnel, qui sont prêts à en parler, et on en parlera longuement avec Serge de Beketch qui a commencé à le lire aussi. Merci Michel, vous restez un peu avec nous? Avec plaisir, oui, j'écoute avec plaisir. Il fait plus chaud ici que dehors, de toute façon. Voilà. Là, on est au sec, dehors, je sais pas, peut-être qu'il pleut maintenant. Ah non, vous ne dérangez pas du tout. Oui, mais alors ma petite Victoria, vous avez peut-être des messages quand même. Avant son départ... D'abord, il faut
faut. C'est pile Non, attends l'heure. une seconde. Oui. Pouvez-vous nous donner les coordonnées d'Info Balkan? Du journal? Oui. Bah oui. Alors moi j'ai une boîte postale. C'est BP 391 75 869 Paris CEDEX 18. Ah ben, vous allez donc dire ça parce que les boîtes postales. Oui, boîte postale 391 75 869 Paris CEDEX 18. Il n'y a pas de téléphone. Non. Là je n'en ai pour pas. s'inscrire, il faut donner combien pour s'abonner? Là, pour s'abonner au journal, ça je ne sais pas, mais pour aller à la fête, allez à la fête. La fête, il n'y a Non, rien alors à... la fête, c'est à quel endroit? C'est à la mairie du 9e, vendredi 15 décembre, à partir de 18h, pour la soirée. L'entrée est gratuite. Et la sortie, on donne ce qu'on veut. Vous savez, ce sont quand même des gens bizarres. Hein. On donne ce qu'on veut. Il n'y a pas de drapeau tendu à la sortie. Oh, il y a toute chance. Non, mais bon, il faut sortir de ce genre de choses. Ce sont des gens qui ont eu beaucoup de frayeurs, de souffrances, qui ont l'occasion de se réunir, qui disent des choses entre eux et qui sont tout à fait accessibles, qui sont très drôles, qui plus est, et qui ont une culture originale et très intéressante à connaître. En plus, ils sont français pour la plupart, et ils ont en plus la culture française. Qu'ils connaissent parfaitement. C'est très bien. Merci Michel Blanza de cette émouvante apologie de la Serbie combattante. Oui, mais des peuples, les petits peuples en général. Je pourrais dire la même chose pour les Bulgares. Je le fais dans le Libre Journal. Pour les Grecs, les Berrichons, les Bas-Poitevins. À partir du moment où ils sont français, oui. Et puis de toute manière, les cultures régionales sont très intéressantes à connaître. Oui. Intéressante à connaître. Alors, vous n'avez pas d'autres messages, Victoria? Non, très bien. Alors, je sais pas, il y a des messages qui arrivent, mais je ne veux pas les lire. Mais non, c'est les mêmes. Le 15 décembre à la mairie du 9e, oui, mais à quelle heure? On vient de le dire. Voilà, c'est dit. Donc, voilà, c'est dit. 18h, 21h, on va Alors, dire. moi, il faut s'arrêter. Non, pas s'arrêter, on va pas s'arrêter en si bon chemin, mon bon Blanza, pas du tout. Mais il faut s'identifier. Voilà, donc les auditeurs qui nous rejoignent ce soir pour le Libre Journal de Serge Beketch peuvent nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous télécopier au 01 46 51 21 82. Voilà, ils peuvent aussi nous écouter sur TPS pour ceux qui sont abonnés au câble. C'est gratuit d'écouter Radio Courtoisie. Non, on ne peut pas TPS, on parle plus TPS. Alors, mais par contre, ils peuvent sur Internet, sur tv-radio.com. Voilà, ça par contre, ça marche. Parce que moi, j'écoute de temps en temps, dans la journée. Très peu, mais j'écoute aussi Radio Courtoisie dans la journée. Philippe Loncardassac, merci d'être avec nous ce soir pour nous parler, pour un entretien sur votre dernier livre. C'est pas le premier, c'est le dernier. Non, c'est le premier. C'est le premier. Les précédents, c'était ceux de mon père. Oui, bien sûr. Alors, c'est votre premier, le nationalisme français. Alors, vous prenez le relais, en quelque sorte, de monsieur votre père. Tout à fait. Comment ça vous est venu, ça? Parce que généralement, on dit que les enfants veulent pas faire, le fils veut pas faire ce que fait le père. Écoutez, sans doute, mon père a réussi à me faire comprendre la nécessité du combat. Et que je crois qu'il faut que de génération en génération, on maintienne. Et ça, je vais vous raconter un fait que j'ai vécu aujourd'hui. À la librairie Saint-Nicolas. J'y suis passé, saluer les uns et les autres, et je tombe sur un monsieur, je dirais pas son nom, qui discute et qui me raconte qu'à sa grande surprise et stupéfaction un de ses petits-fils lui dit, tu sais, grand-père, en cours d'histoire, on m'a dit, tout de même, c'est bien fait pour Pétain qu'il ait été condamné après tout ce qu'il a fait. Alors, le grand-père qui me parlait me dit, évidemment, j'ai essayé de rectifier, je lui dis, mais écoutez, si le petit-fils raconte ça sans réagir, sans avoir réagi, ça veut dire que vos enfants, à vous, monsieur, n'avez pas transmis à leurs enfants. Et ça, c'est un petit peu le drame de beaucoup de familles qui ont vécu les événements, qui en ont souffert, et qui, par, je pense, une pudeur mal placée, ne transmettent plus. Et ils abandonnent leurs enfants à la manipulation des idées par nos adversaires. Alors, il ne faut pas s'étonner après ça que l'on soit constamment battu. Alors, ou on croit à certaines choses et on se bat pour ces choses-là, ou bien on se couche et on attend que ça se termine. Alors, il faut dénoncer cette attitude.
C'est vrai, mais on peut la dénoncer. Moi, je suis d'accord pour faire toutes les dénonciations possibles et voulues. On le fait dans nos journaux, dans nos radios, etc., dans nos manifestations. Mais bon, le problème, encore une fois, c'est aussi un problème d'environnement, si vous voulez. Qu'est-ce que l'éducation dite nationale, qui est tout sauf nationale, d'un régime de gauche qui est le nôtre depuis déjà 2 siècles, qu'est-ce qu'elle peut enseigner d'autre que des valeurs de gauche? Comment est-ce qu'on peut soustraire nos enfants à ce régime idéologique? Justement, par la transmission dans la famille, parce qu'en fait, l'éducation première se fait dans la famille, pour autant que la famille s'en préoccupe. Qu'elle ne démissionne pas de son rôle premier. Parce que la famille, ça, c'est une valeur de droite, la famille. C'est une valeur. Famille, c'est une valeur de droite. C'est une valeur de droite. Une valeur de droite. Mais je vois autour de moi, malheureusement, même des familles avec lesquelles nous sommes très liés, où, sur le plan religieux, ça tient encore un peu, mais sur le plan politique, les enfants ne savent plus rien. Or, les deux sont inséparables. Le politique doit appuyer le religieux doit appuyer le politique. Parce que si le religieux s'occupe pas de politique, de toute façon, la phrase est connue, la politique s'occupe d'eux, et surtout, elle fait les lois. Alors, quand les catholiques se contentent d'assurer leur salut, c'est très bien, mais le salut, quand on laisse se faire des lois permissives, destructrices, eh bien, les enfants ne tiennent pas très longtemps quand ils sont abandonnés, parce que c'est le cas, dans la nature de la jungle actuelle. C'est une remarque très intéressante. Votre ouvrage s'appelle « Le nationalisme français ». Donc vous n'avez pas fait un que sais-je sur le nationalisme en général, mais vous parlez du nationalisme français. Est-ce dire qu'il est comparable ou opposable à d'autres formes de nationalisme dont nous avons eu à souffrir quand même dans l'histoire ? C'est pour ça d'ailleurs que je parle de l'origine historique du terme. Parce que c'est ça qui définit tout en fait. Pourquoi est-ce que ce terme a été créé? Qui l'a créé? En fonction de quoi? Je rappelle justement, et c'est ça qui est amusant, c'est l'ironie de l'histoire, c'est un adversaire de la nation, un étranger, qui était Weishaupt, professeur à Ingolstadt en Bavière, créateur surtout de la secte maçonnique des Illuminés de Bavière, qui à la fin du XVIIIe siècle, dans une correspondance à ses conjurés, qui a été saisie par la police de l'époque, définit les hommes de son temps en 2 groupes. Ceux qui prônent l'amour général dont il est, c'est l'équivalent de nos cosmopolites actuels, et ceux qui défendent l'amour national ou nationaliste. Et là, en fait, tout est dit. Défendre la nation, nationaliste, je crois que ça n'a pas beaucoup changé depuis lors, sauf que le terme a pris des sens différents, notamment avec l'apparition du principe des nationalités, où tout a été mélangé, on a fait dire au nationalisme le contraire de ce que c'était à l'origine. Et ça, j'essaye de l'expliquer clairement dans mon livre. Donc, le nationalisme français, d'abord, est le premier qui apparaît, historiquement. Ça n'a rien d'étonnant, puisque la nation française est la première nation constituée au monde. Et donc apparaît en réaction aux idées sous-jacentes des prémices de la Révolution, qui dès les débuts apparaissent non pas comme une révolution ni populaire ni nationale, mais internationaliste et cosmopolite. Et il est évident que dans tous nos manuels d'histoire, on nous parle toujours des révolutionnaires français, les Robespierre, les Marat, les Saint-Just. Les Marat n'étaient pas français, etc. Et Marat qui était citoyen de Genève, justement. Les Danton, etc. Mais derrière ces figures-là, il y avait des agitateurs étrangers, comme en mai 68. La figure est la même. Vous avez un homme qui a été naturalisé français par la Convention parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « La République universelle ». C'était un dénommé Anacharsis Klotz, peut-être un prénom inventé bien entendu, qui définissait bien le personnage. Et la tendance justement de ce qui était sous-jacent à la Révolution française, cette espèce de nébuleuse de République universelle, anarchisante, destructrice de toutes les structures existantes, de la religion, de la monarchie. Et d'ailleurs, quand je prône l'alliance de la religion et du politique,
j'insiste bien sur le fait que nos adversaires ne se sont pas attaqués uniquement à la monarchie ou uniquement à la religion, ils se sont attaqués aux deux en même temps. Parce que l'un était le support de l'autre. Là, il y a une discussion qu'on peut esquisser, parce qu'on ne peut pas l'avoir, parce que ça nous mènerait peut-être un peu trop loin dans le temps, mais cette idée de la nation, et donc du nationalisme, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi un concept manipulé par la gauche? Je m'entends. En fin de compte, la révolution se fait, pour les principes que vous avez évoqués, mais elle se fait au nom de la nation, contre le roi. Oui, alors là... Est-ce qu'il n'y aurait pas, et c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il n'y aurait pas, en fin de compte, plusieurs acceptions possibles de la nation? Alors, je m'explique, je vais un tout petit peu plus au bout de mon semblant de raisonnement. C'est vrai que la gauche révolutionnaire, à l'époque, enfin de 1789 jusqu'à nos jours, elle commence par être nationale, pour ne pas dire nationaliste, et patriote. C'est l'appel aux patriotes, c'est la levée des patriotes, c'est la levée de la nation contre les ennemis, contre ceux qui vont venir, contre les tyrans, etc., etc. Donc il y a une espèce d'utilisation, de manipulation du nationalisme et du patriotisme. Bon, alors à cela... J'ai pas fini. Je vous en prie. Pour une fois que j'ai 3 ans d'émission, j'en profite. Et pourquoi? Parce que ce qui représente en fin de compte l'idée de la révolution, la volonté de la révolution, qui existe depuis toujours. Elle existe depuis le paradis terrestre, depuis le nom de Serviam de Satan, depuis le péché originel de nos parents. Ce principe de la révolution qui va exploser véritablement dans le monde à partir du XVIIIe siècle, qui a déjà commencé par la Réforme, par beaucoup d'autres choses. Il va commencer en France, le pays le plus puissant au monde, enfin dans le monde connu, dans le monde, j'allais dire dans le monde utile, c'est un peu scandaleux pour la Chine ou pour le Japon, mais enfin c'est vrai que dans le monde civilisé, dans le monde christianisé profondément, il va commencer là. Et je m'aperçois que les révolutionnaires, donc c'est-à-dire la gauche, c'est toujours la gauche, toujours un débat droite-gauche. Il y a ceux qui croient qu'il y a des lois qui sont au-dessus des lois humaines. Et puis ceux qui pensent que je suis moi-même le propre étalon de la loi. Antigone, Créon, on revient toujours à ces grands classiques grecs. Les Grecs ont tout imaginé. Donc en fin de compte, la gauche, elle est, de l'époque, la gauche révolutionnaire, elle est nationaliste et patriote. Non, attendez, non. Je vais jusqu'au bout de mon petit raisonnement. Après. Mais je veux vous amener avec... Elle est nationaliste et patriote. C'est parce que elle veut imposer son modèle, son modèle social, sa République. Mais du moment où il n'y a qu'une seule République, la République française à l'époque. Bon, aujourd'hui, si on constate 2 siècles plus tard, la Révolution a fait des progrès considérables, comme on peut chacun le constater, même si on a parfois des points de vue un petit peu divergents. Mais en fin de compte, la réalité est la même. Mais aujourd'hui, le modèle républicain s'est imposé partout. On peut dire que l'idéologie de gauche est l'idéologie dominante dans le monde. Donc on s'aperçoit que, en fin de compte, la République, ils s'en fichent un peu. Ils sont devenus internationalistes dès la fin du 19e siècle, et maintenant ils sont devenus extrêmement mondialistes, tous les gens de gauche. Mais c'était prévu à l'origine, ça. Voilà. Clémenceau, vous comprenez, quand on dit Clémenceau c'est un patriote, c'est pas un patriote. Tout à fait d'accord. S'il avait été patriote, il aurait arrêté la guerre. Tout à fait d'accord. Il aurait accepté la paix séparée proposée par l'Autriche. Avec beaucoup de bonne foi, je crois, et de sincérité, il aurait arrêté. Mais c'est pas la patrie qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, la République, c'est le maintien de ce modèle, qui est vraiment la chaussette où arrive à se glisser parfaitement le pied fourchu de la gauche. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Oui. Alors... Et c'est vrai qu'au début, on a l'impression que la gauche, la révolution, elle est très nationaliste, en fin de compte. Elle est pour la nation contre le roi. Ça, c'est la façade. Pour la nation contre les tyrans étrangers, la sainte alliance des curés et des rois. Mais oui, cher ami, mais oui. Ça, c'est la façade. Ça, c'est la façade. On a un autre exemple récent, c'est aussi la façade du gaullisme, aussi agissant au nom du patriotisme et détruisant la nation et tout l'héritage national. Car en fait, quand les révolutionnaires parlent de nation,
ils sous-entendent l'ensemble des Français qui adhèrent aux idées nouvelles. Et je voudrais, à l'appui de ce que je vous dis maintenant, vous lire cette petite phrase de Carrier, le célèbre Carrier des Noyades de Nantes, entre autres choses. Encore un grand humaniste, celui-là, tiens. Vous verrez comment, pour eux, la nation, c'était une nation bien particulière. Il dit « Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière. » Bien sûr. Alors, l'appel à la patrie en danger, etc., la nation en danger, c'est évidemment pour essayer de rallier aux idées de la Révolution les Français qui n'étaient pas tellement chauds, et ceux qui n'étaient pas chauds du tout, on les raccourcissait, ça allait encore plus vite pour les convaincre. Donc, c'est toujours le jeu du faux semblant. La Révolution, pour s'imposer quand même, devait évidemment se présenter comme défenseur de la nation et du peuple. Défenseur du peuple. Quand on interdit les corporations, qui régentaient et défendaient le monde du travail, que l'on ne remplace par rien. Et il faudra attendre à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec la droite du XIXe siècle, avec la droite légitimiste et nationaliste de l'époque, Latour du Pin, Albert Demain, Frédéric Leplay et compagnie, qui vont, d'un travail qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale, obtenir l'abrogation de l'interdiction de syndicats de défense des ouvriers. On connaît les conditions de travail épouvantables faites aux femmes et aux enfants à l'époque. Oui. C'est ça les amis du peuple. Oui, alors, révolution nationaliste, révolution non du peuple, non. C'est vrai que ce qu'on appelait les catholiques sociaux, hein, tous royalistes, légitimistes pour le comte de Chambord, évidemment, pas pour les Orléans. C'est eux qui ont réussi à faire voter la loi abolissant le travail des femmes. Exactement. Et maintenant, vous voyez, le beau progrès de la gauche. Interdit de travailler les femmes de nuit. Et maintenant, le beau progrès de la gauche unie, on nous remet là. C'est magnifique. C'est plus que la gauche unie, c'est l'Europe. Hein. Ah oui, bien sûr, mais c'est l'Europe. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont installés partout. Alors, cette histoire le nationalisme français. Alors, oui, je vous pousse pas dans vos retranchements. D'ailleurs, on discute ici très aimablement, parce que votre livre est quand même très intéressant et très documenté, et c'est intéressant de le lire pour réfléchir à cette thèse. Moi, je pense que le nationalisme est un concept qui est inventé par la Révolution. Non. Moi je pense. Non, ça, cher ami, je suis obligé de vous dire non, puisque justement, c'est pour ça que je remonte à l'origine première, qui démontre bien qu'un allié des révolutionnaires, le franc-maçon Weishaupt, met en garde ses conjurés contre ceux qui, à l'époque déjà, entendaient, mais quelle idée, défendre la nation et les appeler les nationalistes. Alors, c'est pas possible. Ils peuvent pas à la fois être contre les nationalistes et être à la fois nationalistes eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils peuvent pas être nationalistes à une époque de leur évolution, à un moment de leur histoire? Parce qu'ils donnent au sens, et d'ailleurs ils n'utilisent pas, ils n'utilisent pas le terme d'abord, ils disent patriote, ils disent pas nationaliste. Or, là aussi j'explique dans mon livre la différence entre patriotisme et nationalisme. Ce sont des notions totalement différentes qui ont leur importance, et d'ailleurs malheureusement c'est la cause probablement d'une de nos guerres civiles, la dernière, où vous avez eu de très braves gens qui ont choisi De Gaulle par patriotisme, parce qu'ils étaient ulcérés de l'invasion et de l'occupant, alors que d'autres, considérant que s'il y avait eu invasion du territoire, c'est parce que la France avait été préalablement envahie par une idéologie qui l'avait détruite de l'intérieur, et qu'avant de vouloir jouer aux petits soldats, il fallait commencer par remettre les principes constitutifs de la France en place, et donc détruire les autres. Oui, ça se défend, mais moi je reviens toujours à ma maman. Cher ami, vous êtes de quelle loge? Je vais vous dire, moi je reviens toujours à mes premiers amours. Pour moi, la gauche et la révolution. Pour moi, c'est la même chose. Ah oui, c'est tout à fait, ça, on est d'accord. Au XVIIIe siècle, moi je considère qu'elle est nationaliste. Je considère qu'au XIXe siècle, elle devient internationaliste, et je considère qu'au XXe siècle, elle devient mondialiste, parce qu'elle franchit des étapes.
elle gagne du terrain. Et nous, malheureusement, nous en perdons. Chaque bataille perdue, c'est du terrain perdu. Et c'est vrai quand même que depuis 2 siècles, on ne fait que perdre des batailles. Nous sommes d'accord, mais alors expliquez-moi pourquoi la Convention, qui d'après vous serait nationaliste, donne la nationalité française à Anacharsis Klotz pour avoir écrit un livre qui n'est pas du tout nationaliste, puisqu'il s'appelle La République universelle. Ça colle pas à votre thèse. Si, enfin, c'est pas une thèse, c'est simplement c'est une opinion que j'émets. C'est pas une thèse parce que je l'ai pas développée aussi savamment que vous, mais c'est une opinion que j'émets parce que moi je vois dans le processus révolutionnaire précisément un processus. On est dans une dialectique. Ce sont des dialecticiens. Tout à fait. Bon, c'est un pas en avant, enfin 2 pas en avant, un pas en arrière. Il y a des moments où il faut, mais la gauche n'est pas nationaliste. Elle est nationaliste au moment où l'idée de nationalisme est utile pour prendre le pouvoir, pour tout gérer. Pour tromper le peuple, oui. Au 19e siècle, elle n'en a plus besoin. Elle devient, à cause des idéologies marxistes, notamment et socialistes, elle devient internationaliste. Pour elle, le concept de nation est un concept bourgeois. Et donc, ce qu'il faut, c'est la révolution prolétarienne, donc c'est l'internationalisme prolétarien. Et aujourd'hui, mais ils s'en foutent totalement. Le prolétariat, c'est terminé, toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, ils sont mondialistes. Et ils ont encore en la nation, ce que nous appelons la nation, dans notre vocabulaire à nous, gens de droite, en exécration. Autrement dit, il faut pas se bloquer quand je dis que le nationalisme est une idée qui d'abord est manipulée par la gauche. Il n'y a jamais eu de nationalisme sous l'Ancien Régime. Jamais. Bien sûr que non, puisqu'on n'en avait pas besoin. Puisque la monarchie remplissait son rôle. Le roi, c'est la nation. Oui, bien sûr. Tout commence mal dans ce pays, à part que tout a mal commencé, enfin tout a commencé à aller très mal à la mort du grand dauphin. Mais tout commence mal dans ce pays quand on commence à faire la dichotomie entre le roi et la nation. C'est aussi la question de la souveraineté qui est posée. Oui, quand on décide que la souveraineté qui était absolument dans la personne du roi, et c'est pas une propriété, c'est pas quelque chose qui permet d'avoir des pourcentages d'agios tous les ans, la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qui est utile à tous. Bon. Ce qui permet de bien gouverner un pays. À partir du moment où on dit, il y a un monsieur qu'on appelle un souverain, puis le peuple qu'on appelle souverain, de souveraineté, c'est fini. Alors ça c'est évident, mais c'est la mort. Il est évident que le nationalisme ne pouvait pas exister du temps de la monarchie, puisque la monarchie remplissait le rôle que le nationalisme a dû prendre par défaut. Parce que si le nationalisme est apparu, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, c'est d'une part en réaction aux idées déjà, je le répète quand même, mondialistes de la Révolution, et par défaut, du fait de la carence de la monarchie qui se laissait aller, qui ne se défendait pas face aux idées nouvelles. C'est vrai, mais la mondialisation, le mondialisme, la République universelle et tout, ça c'est dans tous les textes des révolutionnaires. Vous parliez de Claus l'anarchiste. Moi j'appelle l'anarchiste Claus. Oui, bon, tout à fait. C'était allemand, je sais pas qu'il était. Oui, tout à fait, c'était un juif prussien. Un prussien en plus, bon. Que veux-je dire ? Il y avait aussi dans la Révolution plusieurs tendances. Certaines étaient de leur époque, d'autres étaient en avance. Si vous voulez, Babeuf était encore beaucoup plus en avance. Mais l'idée, c'est ça, c'est l'idée léniniste. On est en pleine théorie léniniste. Tout à fait, mais un exemple. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ce qu'on peut pas obtenir tout de suite, on laisse passer. Bon, il y aura un petit repli. On va réavancer de 2 pas, puis on va reculer d'un pas. Bon, je vous dis, nationalisme, internationalisme, mondialisme. Un exemple. Ceci dit, pas dans le sens où vous l'entendez, parce que moi je suis nationaliste aussi, moi j'aime ma nation, je veux la défendre, je suis patriote, je suis pour la... Un exemple justement de cette duplicité dans les termes qui a abusé à l'époque énormément de gens. Vous avez des gens comme Joseph de Maistre, qui ont été francs-maçons, et qui ont marché dans les combines de la Révolution jusqu'à un certain point. Vous avez Chénier. Vous en avez tout un tas comme ça, qui ont été pris par cette illusion de la façade de la Révolution, croyant se battre pour, effectivement, face à certains abus de la monarchie finissante, se battre pour le peuple, c'était généreux, c'était très bien. Et puis, bon, les idées généreuses, c'est bien, mais ça a un temps, parce que certains finissent par comprendre que derrière ça, il y a tout autre chose. Bien sûr. Mais moyennant quoi, Chénier s'est fait raccourcir. Oui. Et Joseph de Maistre a fait tout un travail de critique et de doctrine remarquable, et il a un texte que je considère d'ailleurs constitutif de toute la démarche nationaliste. C'est quand il dit, c'est sous une forme interrogative. Il dit: jusqu'à présent, les nations ont été tuées par conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration.
Mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux constitutifs qui font ce qu'elle est. C'est exactement toute la démarche de la Révolution jusqu'à nos jours, qui pervertit, qui tente de miner l'idée même de nation. Alors, je vous interromps une seconde, non pas que je veuille vous couper la parole, mais simplement il faut s'identifier, mais bien s'identifier, parce que tout à l'heure j'ai dit tout plein de choses. Bonjour Monsieur l'abbé Guillaume Desardes nous rejoint dans ce studio. J'ai dit tout à l'heure plein de choses, mais j'ai pas dit que c'était Radio Courtoisie, que les auditeurs avaient le bonheur d'écouter Radio Courtoisie, et qu'ils peuvent nous appeler au 01 46 51 00 85, nous télécopier au 01 46 51 21 82. Je me tourne une seconde vers ma chère Victoria pour lui demander si elle a des messages ou... des questions pratiques. Alors allons-y. Quelle est votre position à l'égard de la nouvelle droite qui est plutôt ethniste et racialiste que nationaliste comme vous? Le problème de la race est très difficile à poser en France parce qu'on ne peut pas parler, et ça déjà depuis longtemps, de race française. C'est très différent du problème allemand. Je crois qu'il faut, si on veut s'entendre un jour, et ne pas livrer des combats séparément, voire opposés, revenir à l'origine même de l'idée qui devrait nous réunir, qui est le nationalisme. C'est pour ça que j'ai surmonté à l'origine première historique. Alors, faire un combat racialiste actuellement, même sans parler de l'apport récent de l'immigration maghrébine, ça ne colle pas. Ça colle pas avec l'ethnicité française. Ça ne colle pas. Et de toute façon, un combat pour l'ethnie n'est pas un combat philosophique. Mais ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir à faire. Ça n'a rien à voir à faire avec les principes. Avec ça n'a rien à voir à faire. C'est pas ça. C'est un autre... Bon, alors que l'on n'aime pas certains faciès, c'est réciproque dans tous les sens, c'est évident. Mais je crois que ce n'est pas la chose primordiale qui devrait nous occuper aujourd'hui. Ceci dit, je n'ai rien contre certains, parce que je sais qu'il y a des gens de très très bonne foi et bonne volonté, mais je voudrais qu'ils s'attachent un petit peu à remonter aux sources de ce qu'est réellement la nation française et pourquoi, à une certaine époque, certains Français lucides ont commencé à réagir face à la Révolution, aux idées de gauche, comme vous dites. Victoria, autre alors question, que pensez-vous des deux patries de Jean de Vigry? Oui, ça c'est une question qu'on me pose très souvent et je vais y répondre très clair. Le livre de Vigry a un immense mérite d'abord, c'est de démontrer que derrière toutes les guerres que la France a faites depuis la Révolution, se sont cachés les intérêts de la Révolution, comme vous dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que les catholiques et les nationalistes ou nationaux français se sont fait constamment piéger sous prétexte de patriotisme. C'était un chantage au patriotisme, il fallait qu'ils collaborent à l'idée même de la guerre voulue par la République, par la Révolution, moyennant quoi on saignait la France à blanc à chaque coup. Donc ça, je suis absolument d'accord avec lui. Jusqu'à ces dénonciations féroces, atrocement lucides qu'il fait au sujet de la guerre de 14. Ceci dit, c'est un livre qui a évidemment des qualités littéraires incontestables, mais qui ne peut être lu que par des gens ayant une certaine culture. Alors, quand on veut essayer de rassembler le maximum de gens, c'est un handicap. Et alors, surtout, le reproche que je lui ferai, il y a deux reproches, un important, l'autre qui est relativement un détail, c'est le ton désespéré de son livre. Quand il dit, oui, la France, on en parlera comme de la civilisation grecque et romaine, non, je ne crois pas, parce que ce n'est pas la même chose. La France, tout au moins la France que nous défendons, a une dimension religieuse que la Grèce antique et Rome n'avaient pas. Est-ce que ça nous protégera ? Pour autant qu'on soit fidèle à notre promesse, comme a dit le pape un jour qu'il était bien inspiré. Et l'autre petit reproche que je lui ferai, bon, c'est un petit peu un problème
d'origine historique, ce n'est pas Déroulède qui a inventé le nationalisme. Déroulède était un patriote, un poète, et en plus de ça, il se définissait comme républicain plébiscitaire. C'est pas tout à fait la démarche du nationaliste. Ça, je partagerai votre critique aussi. Ça, c'est pas Déroulède qui a inventé ça, mais je crois que c'est vraiment c'est le livre qui marque. Ah oui, non, mais ça critique. C'est un livre évidemment très assez désespéré, mais je pense qu'il faut. Bon, nous, on a l'espérance, on a l'espoir, on a tout ce qu'on veut pour se battre. Mais c'est un livre. Je voudrais demander à l'abbé de Tanoir de se rapprocher du micro, parce qu'il est venu parler d'autre chose. Mais enfin, s'il veut dire un petit mot sur le livre de notre ami Jean Vigry, il a tout à fait le loisir de s'exprimer. Je rappelle que l'abbé Guillaume de Tanoir est le directeur de la revue Certitude. Voilà. Mais écoutez, c'est très gentil de solliciter mon avis sur ce point. En tout cas, j'écoutais votre débat en venant en voiture tout à l'heure et je me disais, c'est merveilleux cette liberté de parole. On a l'animateur et l'invité qui sont pas tout à fait d'accord, qui ne s'engueulent pas au micro, mais qui se disent les choses et avec beaucoup de force. Et j'avoue que moi, je retiens volontiers la comparaison que vous faisiez entre Antigone et Créon, et votre manière de dire finalement Antigone, c'est la droite non pas parce que c'est les valeurs, parce que les valeurs ça fait un petit peu supermarché, mais c'est la droite parce que c'est la droite des principes au-dessus des volontés. L'ordre, c'est l'ordre au noble sens de Maurras et d'autres, et la gauche. Eh bien, la gauche, c'est forcément le tout politique, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire Créon et le désordre. Comme disait Kant, qui était finalement un homme de gauche à sa manière, prenez un peuple de démons et donnez-lui de bonnes lois, et tout ira bien. Eh bien, nous ne pensons pas que nous puissions faire une bonne société avec un peuple de démons. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment l'antagonisme entre la droite et la gauche, et que les deux patries de Jean de Vigry reposent aussi, ce livre repose aussi sur cette opposition entre une pensée de l'ordre qui est nécessairement une pensée du bien, d'une manière ou d'une autre. Bon, moi, je le dis avec des références philosophiques, chacun peut le comprendre à sa manière, et puis une pensée j'allais dire, du coup d'état permanent, en tout cas du tout politique, qui peut se parer des oripeaux du nationalisme, mais qui n'est pas plus national que ça. Et en écoutant votre débat, je crois que on pourrait essayer, parce que les mots sont piégés, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et il faut faire attention à ce piège des mots. Mais Philippe Plancarlassac le disait d'entrée d'émission. Hein, les mots sont usés, ils ont été tellement souillés par des gens impropres à les utiliser qu'aujourd'hui on a du mal à discuter. Souvent même des nuances, des choses sur lesquelles nous sommes au fond absolument d'accord, enfin totalement d'accord, à cause des mots et de ce qu'on peut mettre à un moment donné derrière un mot qu'on utilise, risque de faire des adversaires, des ennemis. Enfin, on peut parler on peut parler de nationalisme, si vous voulez. Je crois, en tout cas, si vous voulez, je crois que c'est quand même, parce que vous parlez aussi de la race, et ça m'a beaucoup intéressé. En tant que, moi je me définirais comme nationaliste sans avoir peur des mots, mais on peut en avoir peur et préférer se dire nationiste. Et en tant que nationaliste, justement, le problème de la race est infiniment relativisé. Parce que nous qui sommes nationalistes, nous considérons la nation à la fois comme un héritage, mais aussi comme une réalité actuelle, vivante, et comme une volonté commune. Et il suffit de participer à cette volonté commune pour véritablement faire corps, faire chair avec la patrie. Et nous avons de très bons, je suppose de très bons Français. Moi, j'en ai vu quelques-uns dans des reportages, parce que malheureusement mes moyens ne me permettent pas d'aller dans les îles, dans les Antilles ou alors. Enfin, nous avons quand même des Français qui sont de type tahitien, d'autres qui sont des types indiens. Nous en avons en Amazonie, de type noir, de type jaune, de type blanc, de type on a toutes sortes. Mais tout ça fait d'excellents Français. S'ils adhèrent à l'idée de la nation, moi je vois pas franchement d'inconvénient. Parce que la France je crois que c'est un projet, c'est un grand projet politique.
politique, c'est un grand pour la civilisation. Monsieur l'abbé, vous parliez de nationalisme. Bon, je sais qu'elle a été l'auteur de ce terme. D'ailleurs, il n'a pas eu une vie très longue parce que la sonorité était assez particulière. Excusez-moi, moi je tombe des nues. Moi, c'est qui a inventé ça? C'est Jean-Marie Le Pen. Ah, bon. Ah bon, moi je pensais que c'était l'abbé qui venait de l'inventer maintenant. Dans les années 93, bon, vu la sonorité, ça, beaucoup de ceux qui l'ont entendu la première fois sont partis d'un éclat de rire. Le problème, c'est que on peut pas passer notre temps tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans à changer de terme parce que l'adversaire aura mis une connotation péjorative. Il y a un moment donné où il faut dire flûte, crotte. Oui, c'est notre héritage. On risque de plus se faire entendre. Mais non, mais de toute façon, on nous entend pas. Non, mais je vais plus. Non. Mais de toute façon, nos adversaires, nous ne ferons jamais la moindre fleur. Nous avons à nous battre sur nos positions. C'est comme dans une guerre. Est-ce que vous croyez qu'on gagne des batailles en faisant une fleur à celui qui est en face avec un fusil? C'est à celui qui tire le premier qui a les meilleures munitions. Il faut être plus intelligent aussi. Or, je constate que malheureusement, la droite nationale, d'abord, ne connaît pas l'adversaire. Ne connaît pas l'adversaire. Et je pèse mes mots. Ne connaît pas son héritage. Ne sait pas exactement sur quel principe elle doit se battre. Alors elle flotte. Elle croit que pour être plus efficace, il faut dire tel mot et que ça passera mieux, qu'on l'acceptera, qu'on arrivera peut-être plus facilement au pouvoir. Non, il faut tenir sur les positions. Donc c'est pas la peine de rajouter un R à un mouvement national, par exemple. Non, franchement non. Franchement non. D'ailleurs, je crois qu'on a été quelques-uns ici pour faire polémique, à réagir à ce sujet-là. Et pourtant, Dieu sait si j'ai eu toute une correspondance avec Bruno Bengré que j'ai bien connu, avec lequel j'ai eu de bons rapports amicaux, que j'estime en tant qu'homme, que je regrette franchement parce qu'il aurait pu prendre le relais, le témoin, et que parce que il fait partie d'une génération de Français qui a été façonnée, qui a été programmée, qui a été formatée par l'école de la République. Et ça leur semble tellement évident, élémentaire, qu'ils n'arrivent pas à en sortir avec la meilleure bonne volonté du monde. Ils disent, ces amis, ces personnes, ces êtres humains, disent que aujourd'hui, le modèle républicain est absolument adopté par tout le monde. Il rentre dans tous les Français sont attachés. Ils sont attachés un peu comme le bagnard est attaché à son branle-chourme. Mais on disait la même chose en 1788. On disait, mais tous les Français sont attachés à la monarchie. Enfin, vraiment, bon. Alors, vous savez, tout ça. Mais alors, je voudrais vous faire arriver quand même, cher Philippe Blanquer-Lassac, pour votre ouvrage Le nationalisme français du Candivision. Bon, on discute plutôt pas de votre livre, mais plutôt de débat, des idées, parce qu'elles sont importantes, parce que je pense qu'au fond, parce que le nazisme, qu'est-ce que c'est? Le communisme stalinien, est-ce que ce ne sont pas des nationalismes? Bon, il est évident. Et alors, est-ce que tout nationalisme est bon? Il est évident que dans ces réactions, il y a des aspects communs avec le nationalisme français. Il est certain que tout ce que l'on a appelé les révolutions nationalistes du XXe siècle, enfin de la première moitié du XXe siècle, partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Toutes ont rétabli les corporations. Toutes ont interdit la maçonnerie. Il y a évidemment un danger, c'est qu'on nous présente les choses d'une certaine façon et nous avons le devoir en tant qu'honnêtes hommes que nous pensons, que nous essayons d'être, de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui a été forgé. Et notamment vis-à-vis du national-socialisme, il y a une chose que beaucoup de gens de droite méconnaissent parce qu'on leur dit tout le contraire. Il y a eu tout de même un accord entre le national-socialisme et l'Église catholique. Il y a eu un concordat quant à l'éducation des Allemands par l'Église catholique, de même que le fascisme en Italie. On ne peut pas en dire autant du communisme. Bon, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc il y a eu des points de contact. Mais il est évident, si j'ai bien pris comme titre le nationalisme français, c'est que moi, en tant que Français, la seule chose qui m'intéresse, c'est de défendre mon pays. Enfin, bien sûr. Ça, c'est patriote. Il est évident, et vous faites très bien de parler du nationalisme, du national-socialisme, c'est qu'on peut trouver des points de contact avec notre époque. Au sujet de la nouvelle droite païenne, on constate
tout de même, quand on étudie un tant soit peu l'évolution du national-socialisme entre son avènement au pouvoir en 1933 et la deuxième partie, notamment à partir du déclenchement de la guerre, une évolution, notamment une évolution dans son attitude vis-à-vis de la religion catholique. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre des éléments les plus virulents, athées, païens, se sont opposés contre la religion catholique à cette époque-là. Et c'est un danger pour nous dans la réaction qui tout de même est en cours, c'est qu'on recommence le même genre d'erreur, que sous prétexte de la démission de l'Église officielle, certains veuillent retourner à la soi-disant pureté païenne pour retrouver une vigueur que l'Église catholique n'a plus. Et c'est un danger. Il risque de modifier... Ça existait à toute époque de l'histoire de l'Église. Ah oui, ça c'est évident. C'est pas vraiment caractéristique de notre époque. Non. Mais par contre, moi je voudrais vous faire quand même... Bon, mais j'essaie de comprendre. En même temps, Bon. Moi j'ai que des opinions. Bon, alors les opinions, ça se paye 5 sous la tonne. Mais, bon, le nationalisme... Il y a quand même bien un nationalisme allemand. Adolf Hitler était un nationaliste allemand. Bon, ce nationalisme, il est de gauche. Il est de gauche. Il ne défend pas des valeurs de droite. Le nationalisme allemand est très différent, tout au moins la manifestation qui a eu lieu avec Hitler est d'une nature tout de même très différente de ce que représente le nationalisme français. Parce que le nationalisme français, en fait, c'est l'alliance entre deux desseins. Le dessein monarchiste des rois de France et un dessein divin. Et c'est l'alliance de Clovis et de Saint-Rémy, renouvelée, perpétuée avec le serment de Reims. Et c'est ça aussi que j'essaye de démontrer dans mon livre, et c'est ça qui fait la spécificité du nationalisme français, et c'est ça que je défends. Je défends pas autre chose, je défends ça. Alors, qu'il y ait eu des points de contact sur certaines attitudes, parce que quand un pays est attaqué par un même mal, il a tendance à réagir de la même façon, ça ne veut pas dire que l'ensemble de sa politique soit identique à celle d'un autre. Alors, je me fais bien comprendre. Ah bah là, c'est clair. Mais moi, je vais vous envoyer un petit livre que fait une brochure. Bref, une revue de 160 pages, c'est pas une brochure. Je vais vous l'envoyer. C'est un de nos amis que je recevrai sans doute à la radio, qui s'appelle Christophe Levental, qui dirige une revue qui s'appelle Études bourguignonnes et qui a fait un numéro spécial sur les motivations des conventionnels pour le procès de Louis XVI. Et chacun s'est exprimé, a fait alors certains c'était court, d'autres c'était long, etc. Et ce qui revient le plus souvent dans les critiques, les votations pour la peine de mort, c'est que le roi est traître à la nation. Tout à fait. Il a vendu la nation. Vous connaissez le mot extraordinaire de Robespierre au moment du procès. Si Louis est innocent, c'est en effet de la Révolution. Nous sommes tous coupables, évidemment. Mais la version, c'est plein de bon sens. Pour une fois, il a absolument raison. N'est-ce pas la même chose que les gaullistes et les communistes ont fait avec Pétain ? Oui. Pour qu'eux ne soient pas coupables et n'aient pas des comptes à rendre à la nation, notamment ceux qui étaient les responsables de la débâcle, il fallait que Pétain soit coupable. C'est que ses partisans. Ceci pour vous dire... C'est vraiment, je reviens toujours à mes 6 coups de canis que vertiture. C'est pour vous dire que les révolutionnaires, les conventionnels manipulent l'idée de nation et certainement le nationalisme. Tout à fait. Ils se représentent comme tels, mais ils ne le sont pas. Contre le roi. Oui. Et contre les pays qui sont des monarchies, qui sont encore des pays à peu près civilisés. Parce que quand même la révolution, c'est la barbarie au pouvoir. Eh bien, c'est au nom du nationalisme qu'ils vont mener ce combat. Ce n'est pas vraiment, ils n'utilisent pas le mot nationaliste, ils utilisent le mot patriotisme. Oui, mais c'est la nation. Ah oui, non. C'est la nation qui devient une espèce. C'est la nation qui devient une espèce d'absolu, une espèce de la déesse. La déesse raison. La nation devient elle-même une idole. La nation qui se nourrit du sang de ses enfants, selon les textes qu'a très bien redécouvert Jean de Vigry. Enfin, c'est des textes quand même hallucinants. Et ça, je crois qu'on peut, en tant qu'homme de droite, je pense qu'on peut et qu'on doit s'opposer à cette nation-là, qui est un Moloch, enfin un Moloch moderne. Absolument. Mais
qui est une idée et une idole, et non une réalité. Voilà, c'est une idole. C'est les idoles sanguinaires de la Révolution, comme disait un bon auteur. Non, et puis surtout, c'est une façade. C'était une façade pour essayer de rassembler autour des idées de la Révolution les Français de l'époque. Voilà, mais aujourd'hui, la gauche ne défend plus l'idée de nation, elle n'est plus nationale parce qu'elle a trouvé, d'abord son modèle républicain s'est imposé partout, puis elle a trouvé encore plus pour s'épandre maintenant. Elle a l'Europe, elle a le machin, comment ça s'appelle, la trilatérale, enfin tout ça, c'est absolument... Maintenant, ils sont mondialistes. D'abord, ils ont été nationalistes, après, ils ont été internationalistes, et maintenant, ils sont mondialistes. Voilà. Alors ça, c'est mon petit schéma. C'est pas le vôtre. Non. N'empêche que votre livre est drôlement intéressant parce qu'il recouvre, d'abord il traite d'une longue histoire et c'est quand même très intéressant d'avoir des textes qui scandent l'histoire de la doctrine nationaliste en France, évidemment. Et qu'on peut avoir des nuances d'appréciation, mais moi j'étais content de bavarder avec vous, puis vous voulez revenir un jour pour en bavarder, moi j'ai toujours parce que c'est important. Non, mais... C'est important qu'on connaisse bien l'adversaire. Moi, je crois que, vous le disiez tout à l'heure avec beaucoup de justesse, ce qui perd les gens de droite, c'est pas qu'ils sont plus bêtes. Au contraire, je trouve qu'ils sont plus intelligents parce qu'ils ont de vraies idées, des idées de vrai et de bien, que les autres ont des idées des faussetés. Simplement, ils connaissent pas l'adversaire. Et comme dit le proverbe, pour souper avec le diable, parce que tout ça c'est diabolique, hein, faut une très longue cuillère, une cuillère avec un très 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 grand manche, très très grand manche. Alors Victoria, oui, je vous garde, hein, vous inquiétez pas, là on a encore une minute avant la pause technique, mais vous allez voir, on va encore causer. Je ne peux pas laisser dire que Créon soit un homme de gauche et Antigone une femme de droite. c'est une J'ai image pour joué faire les deux comprendre. Créon, Oui. de Sophocle et je pense d'Anouilh. Créon c'est l'ordre et les fils d'Édipe ont trahi la loi. Non, mais je suis d'accord avec la totalité de ce que vous avez dit. Bon, c'est à moi ou à Jacques ou à Philippe Blanc-Cardassac ou c'est à nous tous, deux. c'est un collectif. Mais le plus beau, le plus beau, il faut pas qu'on fasse des oppositions entre nous. On est d'accord, simplement. Moi, je soutiens la thèse que quand les révolutionnaires parlent de nation ou de patrie, c'est une façade. Ah oui, c'est une façade, mais ils l'utilisent. Ouais, on va s'arrêter quelques minutes, si vous le voulez bien, puis on va reprendre notre émission sitôt que la cassette sera retournée. Eh bien, nous revoilà, les mêmes sont autour de la table. D'abord, ma chère Victoria, qui est à ma gauche, monsieur l'abbé de Tannouan, qui est à ma droite, et puis devant moi, Philippe Blanc-Cardassac. Alors, vous avez eu des messages, ma chère Victoria, dont certains... Oui, il y en a qui sont par avance pour monsieur l'abbé de Tannouan. Oh là. On nous dit, certitude. De quel droit vous permettez-vous de n'être pas en recherche, comme tout le monde ? Les gens qui ont des certitudes sont dangereux. Monsieur l'abbé de Tannouan, vous êtes un fasciste. Alors ça, je réponds quand même, si vous voulez bien. Alors, rapidement, l'abbé, hein, parce que... Sur les certitudes, je réponds à l'auditeur que s'il n'avait pas de certitude, il n'aurait pas appelé Radio Courtoisie. Les certitudes nous font vivre. Il y a des choses qui sont avant toute raison. Je crois que c'est Vico qui parle du certum, qui est avant même le verum. Il y a des choses qui sont de sens commun, qui sont évidentes, qui nous font vivre, et ce sont ça nos certitudes. Je parlais de l'ordre tout à l'heure. L'ordre dans ce noble sens rejoint justement ces certitudes premières qui semblent faire défaut malheureusement au consommateur occidental formaté qu'on veut fabriquer en série. Et puis, toujours pour monsieur l'abbé de Tannouan, c'est sûr que les mots sont piégés, mais vous-même tombez dans le piège. Je vous ai entendu appeler orthodoxes des gens qui sont hétérodoxes, hérétiques et schismatiques. Bref, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors je vois pas trop de qui. Moi non plus, mais bon. Et puis alors, commence bien. On va pas terminer l'émission. Avant de me sauver et de passer la place à Jacqueline, je vous dis, il serait bon, un auditeur nous conseille d'enregistrer l'émission d'Yves Calvi sur Europe 1 demain, de 8h55 à 10h30, parce que le sujet est « Qui est ce Jésus de Nazareth ?» Ouh là là. Vu la bande-annonce, il a l'air de prendre cela sur le ton de la plaisanterie. Alors, défendons notre foi. Bon, écoutez, vous écouterez le message, monsieur l'abbé. Merci de me passer devant le nez, c'est agréable. Merci Victoria. Bon, très gentil. Que pensez-vous de la conception qu'a Alain de Benoît de la nation ?
Ah bah alors là, Philippe Ploncart-Lassac, si vous voulez répondre, vous pouvez répondre. Et alors là, pas du tout d'accord. L'ordre, c'est Antigone. Créon, c'est le désordre établi. Bon. Mais évidemment. Bah oui, et puis, évidemment, c'est du bon sens. Quelqu'un se demande pourquoi vous protestez le mouvement. Vous n'êtes pas pour le mouvement national royaliste? Bon. Voilà, j'ai fini sur une plaisanterie, je suis très contente. Il vous faut peu de choses pour vous satisfaire, ma chère Victoria, je vais vous dire franchement. Bon, Philippe, voulez-vous... Alors revenez maintenant sur monsieur Alain de Benoît. Oui. Alors Alain de Benoît, sa conception de la nation, du nationalisme, alors vous en êtes loin. Ce n'est plus de la nation. Bon, alors il faut connaître aussi un petit peu le parcours d'Alain de Benoît. Il est passé de la conception nationaliste en vigueur à Jeune Nation dans les années 60. Vers un nationalisme qui n'était plus un nationalisme centré sur la nation, mais qui s'évadait du côté de l'Europe. Et puis c'est allé un petit peu plus loin, maintenant ça devient quelque peu mondialiste et cosmopolite. Que voulez-vous que j'en dise de plus? Là aussi, il faut cerner le problème de l'origine du terme nationalisme et bien voir ce qu'il recouvre historiquement. Si chacun se met à donner un sens différent, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel. Alors, pour déjà en savoir un petit peu plus, avoir au moins quand même des linéaments, avoir un peu de repères dans le temps avec des textes, on peut conseiller quand même de lire votre ouvrage, Philippe Ploncart-Lassac. Il s'appelle Le nationalisme français. C'est publié chez Duquesne Diffusion. Je savais pas qu'ils étaient éditeurs Duquesne Diffusion. Non, c'est la diffusion, mais c'est diffusion de la pensée française, c'est ça. Mais enfin, c'est chez Duquesne Diffusion. Alors, Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, Paris 7e. La librairie est ouverte tous les jours aux ouvertures de librairie, quoi. Et puis dans les bonnes librairies, Saint-Nicolas. Et alors, vous allez faire une dédicace de votre livre? Oui, dimanche à Versailles, au Palais des Congrès. Alors, nous allons en parler dans quelques instants. À l'invitation de Renaissance catholique. Dont nous saluons ici le vice-président. Moi, je pensais, cher Alain Rostand, que vous étiez président de... Non, je suis vice-président. Oui. Et voilà. Pour un homme de vertu comme vous, être vice-président, quelque chose d'un peu quand même choquant, je trouve. C'est vrai. Mais c'est pourtant mon titre. Bon, ça nous fait bien plaisir de vous recevoir. Puis je salue aussi l'arrivée dans le studio de Christophe Geoffroy, qui est le directeur de la revue La Nef, qui en est à son numéro 111. 112, ah oui, pardon, moi je suis encore au numéro parce que j'ai toujours un mois d'avance par rapport aux abonnés. 112. Parlez bien devant, serrez-vous à côté de Philippe Ploncart-Lassac et mettez-vous bien devant le micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors vous venez pas nous parler de la revue, on va en dire un petit mot tout à l'heure quand même, mais vous venez nous parler d'un livre qui est... Pas que j'en ai lu déjà beaucoup, faut dire que j'avais déjà lu pas mal avant, et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette espèce de recueil classé de vos chroniques, qui, sur presque 10 ans, c'est 10 années en fait, 91-2000 c'est 10 ans, enfin bon, 2000 l'année comme l'année se finit presque. Alors je salue aussi l'arrivée dans le studio du colonel Hubert de Gestas, garde à vous s'il vous plaît, qui est le président de l'association Notre-Dame de Chrétienté, qui va s'approcher là, vous allez partager les micros, voir comment on va se débrouiller. Alors, donc Philippe Ploncart-Lassac dédicacera son ouvrage Le nationalisme français dimanche prochain à Versailles, à l'occasion de la journée de dédicace du livre de Renaissance catholique. C'est au Palais des Congrès. L'autre jour, quelqu'un me dit, mais le Palais des Congrès pour aller de Paris. Il n'y a pas plus simple que ça. On prend le RER, on s'arrête à Versailles, rive gauche. Exactement, c'est le RER. Et puis c'est Tu as une dizaine de minutes en marchant tranquillement. Ah, c'est moins de 10 minutes. Oui, mais en marchant très tranquillement. Pas d'un vieillard comme moi. 5-6 minutes, puis s'il pleut, on marche plus vite encore. Donc pourvu qu'il pleuve. On peut même y venir en voiture, c'est pas difficile. Et on peut se garer le dimanche, gratuitement, avenue de Sceaux. Qui est tout près du Palais des Congrès. Alain Rostand, puisque vous avez pris la parole, gardez-la. Vous me l'avez donné, en fait. Oui, voilà. Après la mine transition de M. Ploncart-Lassac, que je remercie de l'avoir assuré. Alors, cette fête du livre, elle revient tous les ans, mais tous les ans, c'est toujours de plus en plus ample. C'est la 9e édition depuis 92. Et je puis dire modestement que c'est devenu un peu une institution à l'approche des fêtes de Noël. Renaissance catholique a estimé, il y a une dizaine d'années, donc il y a 9 ans exactement, que ce mouvement pouvait contribuer au combat culturel, au combat pour l'identité chrétienne et française, et que l'un des moyens de le faire était la diffusion des bons livres, et à quel moment le faire mieux qu'à l'approche de Noël, car que peut-on offrir de mieux qu'un bon livre, et de surcroît un livre dédicacé par son auteur. D'où l'idée de ces ventes dédicaces,
qui, comme vous le disiez à l'instant, se sont développés depuis 9 ans. Cette année, nous attendons plus de 125 auteurs. Donc il serait sans doute un peu fastidieux de donner toute la liste. Ah bah je vais en donner quelques-uns, mes copains. Attendez, je suis en train de les cocher. Et je vous laisse le soin de faire la sélection, car sinon je me tirerais beaucoup d'inimitié si on choisissait quelques-uns. Voilà, c'est à ça que je sers, moi, cher paratonnerre. Je pensais cependant à nommer ceux que vous éditez vous-même. Ah oui, moi j'en ai. Marie Allais, Michel Bernard Cartron, Madame de Perugia, Thomas Gribaud. Vous avez préparé votre dossier. Bien entendu, j'ai préparé mon improvisation. C'est un homme de fiche. Il faut s'en méfier. Alors moi je voulais citer aussi, évidemment, Christine Boutin, parce que je trouve elle s'est quand même pas mal battue ces derniers temps, faut quand même lui dire, même si elle se bat dans un régime de gauche, et donc la pauvre elle pourra pas, c'est bien ça qui est dommage. Mais si vous François Buche, Marie-Josée de Bravura aussi, on m'a dit surtout de parler d'elle, parce qu'elle avait été oubliée sur un premier listing, donc maintenant ça y est, elle est là. Elle n'avait pas encore répondu. Bah voilà, donc ça y est, c'est fait. Xavier Dor, pour lequel j'ai une sympathie particulière, notre ami Philippe Longarnassac, et puis c'est pas Rénal Sécher, enfin on les connaît tous, quoi. C'est que des copains, hein. C'est que des copains, hein. Jean-Sylve de Ventavon qui devait être là, mais malheureusement il est souffrant. Donc il est comme Bekech. Voilà, ils sont là. Heureusement que je suis là pour faire l'émission. S'il est rétabli, sera là. Ah bah j'espère qu'il sera là. Il est marqué, non, il a rien écrit, il écrit pas, lui. Mais non, mais il est trop modeste, vous savez. Ah, mais ça va pas. Enfin, qu'un jour il fasse une espèce de recueil de chroniques aussi, là. Faudrait le conseiller, Christophe, pour qu'il fasse un livre, enfin, qu'on puisse l'inviter dans nos dédicaces. Mais je voudrais Louis Millet, il y a plein de gens formidables, quoi. 130, 150 personnes, je sais pas combien il va y avoir de. Actuellement, 125 à 130. Je voudrais faire une exception à la règle que je me fixais tout à l'heure. C'est en ce qui concerne Eugenio Corti. L'auteur du Cheval Rouge, que tout le monde connaît, je pense, mais que tout le monde pourra approcher, puisque cette année, il devait être là il y a 2 ans, mais souffrant, il n'avait pas pu venir, et cette année, il est annoncé, et j'espère qu'il sera effectivement là à l'occasion. Ça, c'est un livre épatant, c'est épatant. Moi, à l'occasion d'un nouveau livre. Ah oui. Ah bon, mais il aura aussi le Cheval Rouge, quand même. Le Cheval Rouge sera là, enfin, du moins le livre, je ne parle pas de l'animal, mais il publie effectivement un nouveau livre, Parole d'un romancier chrétien, je crois que c'est effectivement un romancier, et c'est vraiment un grand chrétien, au travers de son ouvrage majeur, Le Cheval Rouge. Majeur jusqu'à présent, parce que celui qui va paraître est encore plus important. Vous avez énormément d'animateurs de Radio Courtoisie, hein. Isabelle Moural, Anne Brassier, c'est incroyable. C'est très bien fréquenté. Oui. C'est pas mal, hein. C'est bien, hein. Très bien, Jean-Louis Picoche, que je connais aussi, que j'aime beaucoup, et puis Chaud Bravard, qui est un type très bien. Enfin, c'est bien plein de gens. Alain Pocard. C'est une annexe de Radio Courtoisie. Hein. Exactement. Voilà. Alors nous aurons 3 de ces auteurs qui prendront la parole, suivant la tradition. Nous sommes entre gens de tradition. Suivant la tradition dans nos ventes dédicaces, ce sont des auteurs d'ouvrages qui sont parus récemment. Daniel Raffard de Brienne parlera de son ouvrage La Bible trahie, avec un point d'interrogation, qui est diplomatique sans doute. Vladimir Volkov de L'Enlèvement et Maître Georges-Paul Wagner d'Un palais l'autre. Oui, très beau. Je me permets de signaler que, outre les 125 à 130 auteurs qui sont présents, et dont, comme vous le disiez tout à l'heure, l'approvisionnement en livres est fait par DPF et son antenne parisienne Duquesne Diffusion. Outre ces auteurs, DPF amène à peu près 3000 titres. Oui, en plus, oui. Donc il y a une énorme librairie générale auprès de laquelle on peut se procurer. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas du genre édition du Progrès, c'est pas vraiment des livres bolcheviques qu'ils appellent. Pas exactement, non, il peut y en avoir quelques-uns, mais pas oui. C'est pas la dominante. C'est pas vraiment la dominante, hein, c'est pas la dominante. Alors ça va être toute la journée de dimanche ou ça va être ouvert au public à partir de quand ? C'est ouvert au public à partir de 11h30 et cela se termine à 18h, mais les auteurs ne commencent à dédicacer qu'à partir de 14h. Pour faciliter la participation des familles, une garderie d'enfants est prévue. Très bien ça. Entre autres, l'accès est à enfin, quelqu'un va s'occuper de moi. Oui. Oui, alors on va continuer, donc oui, c'est pas... La participation aux frais est très modeste, 30 francs et 20 francs pour les adhérents de Renaissance catholique. Ouais. Donc vous voyez, c'est donné. Et ensuite, quelle félicité au contact de tous ces auteurs. C'est très bien, parce qu'on peut discuter avec eux, on peut faire nos petits cadeaux pour la fin de l'année. C'est très bien, c'est très bien. Alors donc, de 11h30 à 18h De 11h30 à 18h, donc au Palais des Congrès de Versailles, qui est aisément, qui peut facilement être trouvé, c'est sur la place d'Armes, ou du moins sur la rue qui longe la place d'Armes à gauche en regardant le château. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'accès est facile, notamment par le RER et par d'autres voies. Mais pour les Versaillais, c'est encore plus facile que pour les Parisiens. C'est pas très difficile. Non.
Ben écoutez, très bien. Vous restez un petit peu avec nous. Vous avez d'autres obligations parce qu'on va peut-être aborder des sujets qui peuvent être intéressants. Non très si vous voulez, vous restez aussi longtemps que vous voulez. Très volontiers. Bon, parce que là, Merci. nous sommes au complet. Là, alors, on parlait du palais des congrès de Versailles. Alors, avec la permission de l'abbé, non, je vais me tourner vers le colonel Hubert de Gestas, qui est le président de l'association Notre-Dame de Chrétienté, puisque l'association a tenu le week-end, la semaine passée, il y a 15 jours, en fait, son premier congrès dans les locaux du Palais des Congrès, sur un thème qui était pour que rayonne la chrétienté. Voilà. Alors, j'avais souhaité vous prier ce soir pour qu'on essaye de tirer un petit peu le bilan de ce qui s'est passé pendant 2 jours, et puis peut-être aussi d'esquisser des perspectives, parce que c'est une opération très lourde que vous avez montée, hein, c'est quand même un énorme investissement en temps, en argent, en personnes, en dévouement. Bon, le résultat est là, il y a eu un congrès très intéressant, avec énormément de conférences, des choses de qualité. C'était très ouvert, puisque l'abbé de Tannouarn, qui est à ma droite, était présent également, je crois, le samedi. Et puis il y avait nos amis aussi d'Ictus. Enfin, moi j'appelle ça toujours Ictus, parce que les nouveaux noms que je comprends pas ce que c'est, le centre culturel de réapprovisionnement des appartements de pluie, etc. Alors ils aiment beaucoup ça. Ça date de vieux, ça date de la cité catholique. Alors Ictus, la rue des Renaud, comme on disait autrefois, mais était là aussi, Jacques Tremel-Veller était là, et tout ça est fort intéressant. Alors, bilan, si vous voulez bien, mon colonel, et puis ensuite, perspective pour le futur. Bon, d'abord, ce que nous avons voulu faire... Parlez le plus près possible du micro. Ce que nous avons voulu faire avec ce premier congrès, ce n'est pas notre vocation, en fait, d'organiser des congrès, mais nous sommes aperçus que pour avoir des militants sérieux, formés, il fallait leur donner l'occasion de le faire. Il y a des organismes qui sont très bien disposés pour le faire, et nous avons fait appel à eux. Et avec beaucoup de gentillesse, ils ont répondu. Il y a la Renaissance catholique, qui est ici présente, qui était là, qui a eu, je crois, un grand succès dans son forum. Puis la nef aussi, j'oubliais la nef, Christophe était là aussi. La nef était avec son stand, effectivement, et j'espère que ça a été apprécié. Il y avait donc le centre de formation à l'action civile selon le droit naturel des chrétiens. Voilà, c'est ça. Culturel et civil, enfin c'est assez civique, pardon. Et puis il y avait aussi l'action familiale et scolaire, tous héritier de la cité catholique, qui avait, reconnaissez-le, un titre très facile à retenir. C'est peut-être pour ça qu'on a brouillé après l'affaire. Bon. C'était beau, la cité catholique. Mais oui, mais c'est pas mort tout ça. Mais simplement, de temps en temps, il faut donner l'occasion à tous les héritiers de se retrouver ensemble. Oui. Et vous savez que le pèlerinage que nous organisons est un rassemblement. Nous ne sommes pas un mouvement, nous sommes un rassemblement. Et lorsqu'il s'agit de formation, là aussi, peut-être, il faut rappeler qu'il y a des certain d'organismes qui sont des organismes de formation très clairement, ou bien simplement des bons bouquins, ou bien de bonnes revues qu'il faut consulter. Et nous avons voulu donner l'occasion à nos militants de les rencontrer, ces revues, de rencontrer ces organismes, pour prendre des résolutions, de se former. C'est un congrès plus militant que largement ouvert. Nous n'avons pas cherché à remplir à tout prix la salle. Bien sûr, on aurait été ravis d'être très très nombreux. Ce n'est pas nul. Nous étions un peu plus de 700 personnes. L'essentiel était des gens de conviction, je pense, et si 700 personnes étaient prêtes à se mobiliser demain pour le royaume de Dieu, pour l'avènement de la chrétienté, alors là, ça serait gagné, ou presque gagné. Il en fallait 1000, paraît-il, 700, pour un premier, ça va. Au second, on y sera. Bon. Alors, est-ce qu'il y aura un second ? D'abord, on n'ira pas faire de concurrence à nos amis qui en organisent. Donc, si le centre de formation, ou Renaissance catholique, ou l'AFS organisait un congrès l'année prochaine, on leur demandera peut-être l'hospitalité, de façon à ce que nous puissions rassembler nos adhérents, nos militants, mais on n'organisera pas quelque chose qui aille faire concurrence. Excusez-moi, mon collègue, mais c'est une très bonne idée, ça. En fin de compte, c'est pas si simple que s'organiser. Non, c'est compliqué, mais d'accord, j'entends, mais en fait, moi je trouve que c'est une assez bonne idée. Si chaque année, une grande association, une association ayant pignon sur rue connue, organisait un congrès sur un thème, thème religieux et civique, et puis que chacun s'accepte, participe, ce serait pas une mauvaise idée, non ? C'est ce qu'on a voulu faire. En tout cas, ce que nous avons. C'est mon côté pontifex. Oui, on a reçu un accueil tout cas
favorable. Je ne sais pas si ce sera possible parce que certains organismes n'ont pas vocation peut-être non plus à organiser des congrès. Par exemple, Renaissance catholique me dirait à nouveau que c'est plutôt les camps d'été ou comment appelez-vous ça, les universités d'été. Mais nous pourrons y trouver notre bien aussi là-dedans. Bon, donc peut-être que ce sera pas possible, mais effectivement, je crois qu'il faut rassembler toutes les forces qui vont dans le même sens, parce que le combat est quand même trop grave. Oui. Aujourd'hui, la situation est tellement détériorée. Je ne sais pas si les gens mesurent exactement, parce que finalement, tout le monde n'est pas dans la rue, donc ça semble aller à peu près. Mais quand on arrive à ce point de déliquescence qui est exprimé par les lois que l'on voit voter aujourd'hui, on ne peut pas rester sans réagir. On aura des comptes à rendre demain, si on ne fait rien. Et pas seulement ici. Et pas seulement ici, ça on est bien clair. Au-delà aussi. Alors est-ce que c'est satisfaisant 700 personnes? Pour commencer, oui. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, je crois, c'est la qualité des orateurs. D'une façon générale, les intervenants étaient, je crois, de très grande qualité, et je dis ici à l'attention des auditeurs, ceux qui souhaitent se procurer la cassette d'enregistrement de ces interventions pourront se les procurer chez nous à un prix tout à fait modique, au priori 330 francs plus le port. Oui. Bon, donc c'est peu de choses. Et je rappelle quels étaient les intervenants. Nous avons eu Jacques Trémollet de Villers en ouverture, toujours aussi brillant, mais enfin, qui ne le connaît pas aujourd'hui. Et puis ensuite, nous avons eu Monsieur Lemenet, qui nous parlait de le problème de la vie, et aussi d'ailleurs de la Fondation Jérôme Lejeune. Nous avons eu Jean-Pierre Audoyer, qui nous a parlé un peu de la doctrine sociale de l'Église, et sur lequel il faudra revenir certainement encore. On dit même qu'il y a un catéchisme je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appellera, d'ailleurs, un catéchisme de la doctrine sociale de l'Église qui pourrait paraître dans l'année 2001. Donc il faudra revenir sur ce thème certainement. Et puis le dimanche, nous avons eu successivement Monsieur André Bonnet, qui s'est illustré dans la défense culturelle, notamment en faisant interdire un film scandaleux, au titre qu'il était encore plus. Oui, on va pas dire le titre. Voilà, avec un succès, il faut dire, remarquable. Il nous a appris une chose, il suffit pas de mener une action, il faut aller jusqu'au bout. Et une action entraîne quelquefois de nombreuses actions. En l'occurrence, un procès entraînait 7 autres procès derrière. Et il les a gagnés. Donc il nous a appris la persévérance et la volonté en ce domaine. Et puis le révérend Pierre de Blinière pour nous parler de l'Église face à la crise. Et puis enfin, on a eu, je dirais, ce maire enthousiasme remarquable qui est Pierre Bernard, le maire de Montfermeil, dans une situation que je pense doit être difficile, parce que ça se trouve dans l'Est parisien, et c'est certainement pas facile de gérer une commune dans l'Est parisien. Mais on l'a vu un homme enthousiaste, et je dirais, j'espère, enthousiasmant, et qui a, je pense, déterminé des gens à s'engager. Et puis lui, il a une responsabilité politique, c'est une responsabilité municipale. Tout à fait. C'est un homme qui est engagé dans le service du prochain au plan municipal. Voilà, chacun, je pense, reflétait un aspect du combat à mener. Le combat culturel, le combat pour la vie, le combat dans la cité, le combat... Bon, tous ces aspects-là, sur lesquels d'ailleurs, nous reviendrons dans les années qui viennent. Parce que je crois qu'il faut se faire un programme de formation, de réflexion sur le long terme. Alors, donc ça sont les perspectives un peu que vous esquissez là. On reviendra sans doute, je disais tout à l'heure, sur la doctrine sociale de l'Église, parce que le chrétien dans l'entreprise mérite une réflexion. Le chrétien dans le combat culturel, on a été trop longtemps absent, il faut y revenir. Le combat dans la cité, il faut des engagements dans la cité, il ne faut pas laisser le terrain simplement à nos adversaires. Donc tout ça, on y reviendra certainement dans les années qui viennent. Donc l'ensemble était, pour vous, vous l'avez jugé satisfaisant. Alors peut-être je pourrais demander un commentaire à l'abbé Guillaume de Tannouarn, qui a décidé qu'il allait être très gentil ce soir, il m'a dit, donc alors intérêt. Ah bon. Donc non, mais alors qu'est-ce que vous pensez de ces rassemblements? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça fait avancer le Spielblick? Parce que vous en avez fait, vous, aussi, en 400, l'association 496. Où vous aviez invité Christophe Geoffroy, d'ailleurs. Si je peux me permettre très modestement une remarque, tout à fait basique. Il me semble qu'il faudrait que ce genre de rassemblement existe à Paris. Et qu'ils en seraient un petit peu moins versaillais, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est, ça, alors, on va vous dire la même chose. Si on fait un truc à Paris, les Versaillais vont dire, c'est à Paris, on n'y va pas. Parce que les lorsqu'on remplira, on sera capable de remplir le Palais des Congrès de la Porte Maillot, je crois qu'il faut y aller. Ouais. Mais ça va pas tarder, hein. C'est simplement un tout petit peu plus grand. Je crois que
Ça pourrait être demain, vous savez. Ah ben peut-être. Bon, alors ça, c'est plus des perspectives, c'est des engagements. Vous allez me signer un papier et tout avant de sortir du studio. Non, mais je crois qu'effectivement... Alors, l'aspect géographique étant entendu. Alors, je crois que les gens ont aujourd'hui besoin de repères assez précis, si vous voulez, et ils ont besoin d'entendre des discours qui ne soient pas des discours partisans. Et à cet égard, il y a place, au-delà des partis politiques qui divisent et qui forcément font leur propre cuisine, pas toujours propre, un petit peu instantanée aussi, parce que ça tient du potage instantané parfois. Eh bien, il y a place pour un discours de fond qui donne et qui transmettent des références solides. À cet égard, si je peux me permettre une deuxième critique, j'ai assisté à la conférence du professeur Audoyer et j'étais assez surpris du caractère peu personnaliste des références de ce professeur certainement éminent que je n'avais pas l'honneur de connaître, mais j'avoue que je m'attendais à tout sauf à une sorte d'apologie d'un maritain dernière manière, plutôt carriériste, enfin après la guerre, et dont je ne vois pas très bien qu'on puisse reprendre la thématique d'une manière pertinente en quoi que ce soit, si vous voulez. Il me semble que ce que nous disions tout à l'heure avec Philippe Ploncard-Dassac sur le nationalisme ou le nationisme est peut-être plus en prise avec une actualité directe qu'on prend dans la figure. On prend peut-être des risques en parlant de toutes ces choses, mais si on n'est pas capable de prendre l'actualité dans la figure et si on se réfugie derrière un discours années 50, je ne le dis pas pour vous, comprenez bien, je le dis pour la conférence que j'ai entendue, je crois que on va à l'échec, voilà. Colonel, vous répondez, oui, si vous souhaitez répondre, sinon on le fusille tout de suite. Non, j'aime bien Audoyer, dont j'ai fait la connaissance il n'y a pas très longtemps et que j'apprécie, c'est un homme de fond. Mais bon, on peut ne pas partager tout à fait son analyse, je comprends très bien. Et de lui-même, on était un peu inquiet parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas tout à fait de notre mouvance, mais c'est un homme de bonne volonté, incontestable. Bien. Ceci étant, effectivement, quand on fait appel à un large échantillon, il y a le risque que toutes les sensibilités s'exprimant, on ne trouve pas exactement ce que l'on veut. Bon, moi j'ai apprécié comme ce qu'a dit Audoyer, j'ai beaucoup apprécié, j'en ai fait d'ailleurs, j'en ai vanté les mérites, le livre qu'il a écrit assez récemment sur le nouveau management, parce que je pense qu'il donnait des références intéressantes. Il y a d'ailleurs un autre livre en projet, et j'invite à le lire, parce que je trouve que c'est un auteur sérieux. Bon, ceci étant, on peut effectivement, initialement, la conférence, je la voyais un petit peu différemment. Enfin, s'il faut qu'on se réunisse uniquement entre gens qui pensent la même chose, une cabine téléphonique va suffire. Exactement. C'est pas la question du Palais des Congrès de Versailles ou celui de la Porte Maillot. Et je pense qu'il fallait entendre peut-être des échos un peu variés pour que les gens s'aperçoivent qu'à mener le bon combat, nous sommes très nombreux, avec des sensibilités différentes. Bien sûr. Il faut s'accepter comme nous sommes. Bien sûr. Alors moi je suis tout à fait... Alors peut-être que Christophe Geoffroy voudriez aussi faire un petit commentaire sur l'expérience de ce congrès, ce premier congrès de Notre-Dame de Chrétienté. Mais écoutez, moi je tire des conclusions également positives. Malheureusement, comme j'avais un stand, je n'ai pas pu assister aux conférences, donc je ne porte pas de jugement sur la qualité des interventions. Ce que je trouve extrêmement positif, d'abord, je trouve très courageux de la part de l'association d'avoir lancé ce congrès avec des délais quand même très courts. En ce qui nous concerne, nous n'avons été prévenus à peu près à peine un mois avant le congrès, si bien que nous n'avons même pas pu faire quelque chose dans la nef pour annoncer le congrès. Donc que Notre-Dame de Chrétienté réussit à réunir 700 personnes avec un premier appel public qui datait à peu près d'un mois et demi avant le congrès, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Et ce qui prouve qu'avec une préparation sur plus long terme, on pourrait largement atteindre les 1000 personnes que vous souhaitiez. Donc ça c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, me semble-t-il, et je le vois un peu de mon point de vue, encore une fois, qui était celui plutôt de la personne qui tenait un stand et qui a vu beaucoup de monde venir au stand, c'était la diversité des stands et le fait que dans une période actuellement difficile,
facile. Des gens d'horizons très différents se sont rencontrés, se sont retrouvés ensemble, unis dans un même combat. Et ça me semble vraiment très important. Moi, c'est le point qui m'apparaît à première vue comme le plus positif de ce congrès. Et j'ajouterais, à titre un peu plus personnel, et ce n'est pas très important, que l'accueil que nous avons eu à notre stand tout au long de ce congrès a vraiment été excellent. Nous avons eu vraiment des encouragements extrêmement chaleureux et on a senti un esprit très unitaire. Les gens avaient vraiment envie que tous les gens présents soient vraiment ensemble pour la bonne cause. Et ça me semble être les aspects positifs du congrès. En plus, tous les échos que j'ai eus des diverses communications ont été dans l'ensemble très bons. Alors je sais qu'il y a eu effectivement certains aspects controversés sous telle ou telle conférence, mais moi je suis comme vous, je pense qu'il est bon qu'il y ait des gens d'esprit différents et que quelqu'un qui cite Maritain dans un congrès, moi je trouve ça très bien, je vois pas ce qu'il y a de mal à citer Maritain plus que Maurras ou quelqu'un d'autre. Un certain Maritain, qui est le Maritain carriériste, ambassadeur au Vatican. Ou au carriériste, je trouve que le qualificatif de carriériste Maritain ne me semble vraiment pas adéquat, parce qu'on peut ne pas aimer Maritain, ce que je comprends très bien, mais qualifier Maritain de carriériste, alors je trouve ça assez extraordinaire. Non mais c'est intéressant de voir l'évolution de ses écrits, comment... Non mais c'est autre chose, mais le terme carriériste est un terme péjoratif qui, je pense, ne s'applique pas à la personnalité de Maritain. Quant à la continuité de la pensée de Maritain, c'est un autre problème, je pense que c'est pas l'objet du débat ce soir, ça me semble également... Non mais si vous voulez en parler, je peux sortir, moi j'ai un rendez-vous, c'est 8h. Mais non, tout ça pour vous dire que la présence de gens d'obédience différentes, moi je trouve ça très bien. Je trouve au contraire, on a besoin, je pense qu'aujourd'hui, vraiment une des priorités, c'est de sortir des querelles de chapelle, de sortir de l'idée restreinte qu'on est seul à avoir raison et que tous les autres ne comptent pas. Il y a des choses évidemment sur lesquelles les discussions ne sont pas possibles. Nous sommes catholiques, nous avons des dogmes de foi. Il y a des choses qui ne se discutent pas, qui font partie des choses essentielles de la doctrine. On n'est pas là pour en discuter. En revanche, heureusement, il reste un tas de domaines qui sont quand même relativement libres, plus ou moins. D'ailleurs, il faut un certain esprit de prudence pour voir ce qui est libre ou ce qui ne l'est pas. Mais enfin, en tout cas, ce qui relève du temporel est quand même encore en grande partie libre. C'est très bien que des idées différentes s'y expriment. Moi, je trouve ça formidable. J'ai rien à redire. Nous, en tout cas, c'est une des choses qu'on essaie de faire assez régulièrement dans notre journal, c'est de donner la parole à des gens qui sont d'obédience et d'esprit différents. Moi, je pense que c'est important pour former l'intelligence des personnes. Oui, s'ouvrir un peu, c'est pas mal. Alors, il faut que je nous identifie, donc nous sommes sur Radio Courtoisie, et les auditeurs qui souhaiteraient nous téléphoner, envoyer des messages pour commenter ou poser des questions, peuvent le faire au 01 46 51 00 85 ou par télécopie au 01 46 51 21 82. Il faut quand même que je salue la présence dans le studio de Jacqueline. Une grâce chasse l'autre. Après Victoria, Jacqueline, vous allez bien, ma petite Jacqueline? Oui. Merci. Parce qu'on vous entendait pas, sauf vous bougez vos petits papiers là. Vous avez peut-être des questions qui sont arrivées de nos auditeurs. Alors, j'ai un auditeur qui me dit il y a un livre de Jean Dauja chez Teki, La doctrine sociale de l'Église. Ah oui, il y en a beaucoup, ça. Si le magistère veut se donner la peine de mettre un petit peu dans ses fiches, peut-être qu'on pourra avoir quelque chose d'intéressant. Et puis une auditrice, mon mari et moi voulions aller à la vente de livres de Renaissance catholique, mais le prix d'entrée nous a fait reculer. 30 francs 30 francs. Alors, elle dit, cette auditrice, 150 francs par personne, dont c'était soit le congrès, 300 francs. Oui, Notre-Dame de Chrétien. Alors, pour un couple, c'est cher. Alors, je me disais aussi... Précisons, si vous le voulez bien, que s'il s'agit bien de la vente dédicace de livres organisés par Renaissance catholique dimanche prochain, 10 décembre, au Palais des Congrès de Versailles, l'entrée est de 30 francs, bien. Et non pas de 150. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plein d'associations, des gens très très différents. Mais en fait, pour les auditeurs, tout ça c'est pareil. C'est pour ça qu'on se base sur des têtes d'épingle, parce que pour nos auditeurs à l'Ucorté, c'est pareil. Ça va, quoi. Oui, Jacqueline? Oui, alors là, un auditeur, on peut être de droite sans être catholique. Radio Courtoisie va finir par n'être écouté que dans les sacristies. C'est un peu trop. Voilà. Alors, j'ai pas compris, parce que j'ai regardé un message qui me semblait redondant avec un autre. Quoi, qu'est-ce que c'est? On est trop une radio. Radio Courtoisie va finir par n'être écouté que dans les sacristies. C'est un peu trop. On espère avoir une très grande sacristie. Vaut mieux une petite sacristie qu'un grand lupanar. Et un auditeur nous demande combien reste-t-il de catholiques de par le monde? Il en reste assez pour aller en mission. Oui, alors on nous dit aussi que Madame Boutin a dit des choses sur France 2, qui n'étaient pas très agréables. C'était à propos de Saint-Nicolas du Chardonnay et son clergé. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Encore une fois, Madame Boutin,
elle mène un combat de défense de la vie. On peut discuter, moi-même je suis prêt à en discuter, à faire des articles, etc., pour montrer que je suis pas vraiment d'accord, parce que je trouve que les prémices de son combat sont malheureusement viciées. Bon, enfin, elle est au charbon. Elle y va au charbon. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas, nous, de députés, de notre sensibilité catholique, traditionnaliste, royaliste. On n'en a pas d'élus. Alors, personne ne peut défendre les valeurs, les idées, les principes de droite. Personne ne peut les défendre à l'Assemblée. Alors, pour l'amour du ciel, ne tapons pas sur ceux qui sont le moins éloigné de nous, en matière en tous les cas. Qu'est-ce que sont les choix politiques de Mme Boutin par ailleurs? Je sais pas si elle est européiste ou pas, j'en ai rien à... j'allais dire quelque chose de mal poli. Mais enfin bon, elle se bat pour la vie. Alors, bravo, qu'elle continue à se battre. Et puis, pour l'amour du ciel, arrêtez de lui taper dessus. Non, enfin, je sais pas, mais vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, vous avez la parole libre ici. Non, mais ce que je constate, c'est que nous sommes beaucoup plus tolérants, nous, par rapport à nos adversaires, que certains de nos adversaires vis-à-vis de nous. Oui, bien sûr. Votre discours, j'y souscris tout à fait, mais Madame Boutin pourrait s'en inspirer. Bon, mais écoutez, elle est comme elle est dans un groupe politique très très particulier. Elle n'aime pas le clergé de Saint-Nicolas. Ou alors c'est le mot de passe. C'est trop grave. Ou alors c'est le mot de passe pour qu'elle soit acceptée dans son milieu. C'est tout à fait sûr. Saint-Nicolas peut lui dire à la radio que c'est pas grave du tout. Je crois que c'est ça. Nous n'avons pas accès à la règle du jeu parce qu'on n'est pas dans le